Voilà, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, HDV, crime, sorcellerie. Parce que oui, cette histoire, elle mélange les 4 thèmes de la chaîne. Vous voyez, j'ai travaillé, j'ai bossé. Parce que vous étiez là en train de me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire pour la prochaine une HDV? S'il te plaît, est-ce que tu peux faire crime? S'il te plaît, est-ce que tu peux faire? S'il te plaît, s'il te plaît. Et donc, j'ai dit, attends, on va trouver une histoire qui mélange les 4 thèmes là. Qui mélange du crime, de l'horreur, de la sorcellerie et de l'HDV. Bon, j'ai eu du bol que je suis tombée sur celle-ci. Mais je suis trop contente et j'ai surtout très hâte de vous raconter cette histoire qui, j'en suis sûre, va vous rester en memories, en mémoire. Vous allez être choc-barre. Donc, j'ai tellement hâte qu'on va y aller maintenant sans plus tarder. Posez-vous, calez-vous bien, soyez concentrés. C'est une histoire vraiment, je sais, qui va être partagée et que vous allez être comme ça devant vos écrans, je vous imagine. Bon, je sais que vous faites pas des teutés comme as, mais voilà. En tous les cas, j'ai trop hâte. Et aussi, avant de commencer à vous raconter cette histoire, j'ai une petite question. Est-ce que, genre, je sais pas comment dire, un petit meet-up, genre dans l'année, est-ce que ça vous dirait? Un petit meet-up, on organise ça. Parce que vous me connaissez, vous avez ma tête et tout. Mais moi, je vous imagine, genre, et j'aimerais bien en fait vous voir en vrai. En tous les cas, si ça se fait dans l'année, bah, ce sera certainement en région parisienne, là où je suis, quoi. Et donc, voilà, dites-moi, est-ce que ça vous tente et ça vous tenterait? Si oui, bah, comme ça, moi, je peux m'organiser. Je ferai un système de billetterie. Donc, voilà, pour que tout soit bien calé, Inch'Allah, et tout ça. Et voilà, donc dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé par un petit meet-up? Si oui, bah vous me le laissez en commentaire. Comme ça, moi, je sais comment je peux m'organiser et qu'est-ce qu'on peut faire lors de ce meet-up. Donc voilà, donc c'est la petite nouvelle, mais ce sera courant de cette année, Ilabrallah, si Dieu le veut, Inch'Allah. Donc, maintenant que ça c'est dit, toujours maintenant, je vais essayer de promouvoir l'artisanat aussi marocain sur la chaîne. Donc ça, c'est un nouveau que j'ai acheté là, quand je suis revenue du Maroc. Je suis partie 3 jours, hein, c'est tout. C'est comme ça. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas mes cappuccinos, cappuccinettes, please, s'il vous plaît, par pitié, afek, arjouk, meripiar, hekartom, toutes les langues, voilà. Please. À droite, appuie sur like. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mais que tu es toujours là quand je sors une nouvelle vidéo. Donc, ça veut dire que tu es de la famille. Vas-y, je t'accepte dans le livret de famille. Donc, abonne-toi et partage. Share the vidéo au maximum de personnes. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans cette histoire qui, moi, encore me choque. Et je ne sais même pas comment je vais l'aborder pour pas essayer de trop vous choquer. J'espère que vous êtes bien installé. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette story time, cette vidéo exceptionnelle qui réunit tous vos thèmes préférés, je vous emmène. Eh bien, et là, c'est un miracle, cette histoire ne commence pas en Arabie Saoudite, mais commence au Pakistan. Donc celle qui nous raconte cette story time, elle s'appelle Sarah El-Belouchi. Sarah El-Belouchi, aujourd'hui, elle est âgée de 29 ans. Mais lorsque cette histoire a commencé avec elle, elle était seulement âgée de 9 ou 10 ans. Donc elle était encore une enfant. Donc cette histoire, je vous ai dit qu'elle commence au Pakistan et plus précisément dans la ville de Lahore et surtout dans ses campagnes, dans ses villages reculés. Donc elle nous dit, Sarah, qu'elle habitait dans un
tout petit village où la plupart des gens se connaissent et eux, ils se connaissaient très bien puisque c'était surtout les membres de sa famille qui y habitaient. Donc ses oncles, ses tantes, les cousins, les cousines. Vous avez un peu, voilà, le mood, le style de vie de Sarah à cette période-là. C'est tellement reculé le village dont elle est issue, et bien que même les voitures ont du mal à y accéder parce qu'elle habite en plein milieu, elle dit, des montagnes. C'était trop bien. Elle se rappelle qu'elle jouait toujours au moment de l'Asr avec ses cousins, cousines, et se retrouvaient devant leur maison. Les filles qui jouent à la marelle, à la corde à sauter, à l'élastique, les garçons qui jouent au foot, après ils se mélangent, ils jouent à cache-cache, bref, ils font la ronde. Elle dit, elle se rappelle, c'était trop bien cette partie de son enfance. Donc je vous ai dit, dans son village, il y a les cousins, les cousines, il y a aussi une personne âgée, le doyen du village, qui s'avère être le grand-père. Donc le grand-père, elle nous dit, Sarah, eh bien, qu'il était assez bizarre, il était renfermé sur lui-même. Personne, surtout des enfants, ne lui prêtait trop attention parce que c'était pas un grand-père comme les autres et vous allez très bientôt savoir pourquoi. Donc Sarah nous dit qu'elle a une de ses cousines qui est l'aînée des cousines, et celle-ci, elle s'appelle Fatma. Et regardez ce que Fatma donnait comme ordre. C'est ordre, c'est pas consigne, c'est pas conseil, c'est ordre à toutes ses cousines. Elle leur avait donné pour ordre, surtout à ses cousines, de ne pas s'approcher de lui, de ne pas lui parler, qu'il avait mauvais caractère, qu'il faut le laisser dans son coin, et vraiment, je ne vais pas le répéter. Jusqu'au jour où va arriver le jour où le père de Sarah, ainsi que tous les autres oncles, doivent descendre en ville parce qu'ils ont des papiers, de la paperasse à régler, et donc seul va rester dans le village le grand-père, les tantes, les cousines et seulement 3 petits cousins à eux. Donc tout le reste, il est parti en ville et ils ne savaient pas encore dans combien de temps ils allaient revenir. Donc comme chaque jour, après qu'elles aient fini l'école, c'est une de leurs tantes qui leur faisait les cours parce qu'elle était anciennement professeur. Donc une fois qu'ils finissaient, à l'Asr, ils se retrouvaient et ils jouaient comme je vous ai dit plus haut dans la vidéo. Et puis voilà, c'était Adi, joue normal quoi. Mais ce jour-là, à leur habitude, quand ils sortent comme ça, jouer un peu entre les montagnes, ils ont un endroit bien précis où c'était les papas qui s'occupaient de la surveillance des enfants. Mais là, comme ils n'étaient pas là, bon, ils étaient quand même partis jouer. Et voilà, ils faisaient attention malgré que les papas n'étaient pas là. Et là, ce qui se passe, c'est que quand ils ont fini de jouer, quand ils étaient en train de rentrer chez eux, à un moment, elle dit, Sarah, elle s'est retournée pour voir l'assise où son père et ses oncles avaient l'habitude de s'asseoir. Elle y voit qui est assis et qui les observe. Elle y voit son grand-père. Donc, quand ils l'ont vu, ils ont toutes bugué parce qu'ils pensaient que lui aussi faisait partie du voyage des oncles. Ils ne pensaient pas qu'il était resté au village. Donc Fatma, quand elle l'a vu, elle s'est crispée, elle était énervée et elle dit à ses cousines d'avancer, de rentrer chez elle et de ne surtout pas aller s'approcher du grand-père, ni de lui parler, ni rien du tout. Donc Sarah nous dit que toutes les cousines se sont exécutées et chacune est rentrée à sa maison. Sauf que elle et sa petite sœur, qui s'appelle Nora, vont rester à l'extérieur de la maison. Mais là, ce qui va se passer, c'est que quand elles finissent par décider enfin de rentrer à la maison, Sarah et Nora, le grand-père va les appeler et leur dire « Écoutez, venez vous asseoir à côté de moi, me parler, je m'ennuie. Depuis que, genre, en gros, les hommes ont quitté le village, je suis tout seul, personne ne se préoccupe de moi, j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler, donc venez, je suis votre grand-père, quoi. » Donc Sarah nous dit qu'à ce moment-là, dans sa tête, il était hors de question qu'elle aille s'asseoir avec lui. Elle avait que les ordres et les paroles de Fatma et ses conseils. Ne vous approchez pas, parlez pas avec lui, il est méchant, c'est pas une bonne personne. Donc pour elle, il était hors de question de le calculer et elle voulait rentrer au plus vite chez elle et puis voilà. Mais elle dit à cette période-là, sa petite sœur Nora, qui était plus petite qu'elle, en fait, elle était anida, c'est-à-dire en gros, tu lui disais tu fais pas ça, et ben elle va aller le faire. Elle fait tout le contraire. Donc là,
elle va pas déroger à sa règle. Quand sa grande sœur lui a donné l'ordre de ne pas faire ça, elle est partie direction son grand-père et malgré qu'elle l'a rappelé, elle s'est pas retournée et elle marchait d'un pas empressé vers lui. Donc là, quand Sarah, elle enlève le choc, elle commence à marcher, elle dit à sa sœur de revenir. Quand elle y va, en fait, elle voit que sa petite sœur, elle est déjà assise à côté du grand-père et qu'elle a l'air, en gros, de bien rigoler. Donc, Sarah, elle dit, elle avait nul autre choix de s'installer aussi sur le banc avec eux. Et elle dit, c'est trop bizarre, toute la sensation de peur, de crainte qu'elle avait vis-à-vis de son grand-père, à ce moment-là, tout s'est envolé, les paroles de Fatma. Et elle dit, au contraire, je suis assise à côté d'une personne qui est gentille, qui est aimable, qui nous fait rire, qui leur a raconté plein d'histoires, qui leur a donné des bonbons, il leur a raconté plein d'anecdotes de lui quand il était petit, les bêtises qu'il faisait, des trucs comme ça. Donc là, Sarah a dit, ils ont tellement passé du temps avec lui, bien que c'est c'est la mère, pardon, qui va finir par sortir et qui cherchait ses filles partout parce que elles étaient toujours pas rentrées et qui va les trouver avec le grand-père et qui va leur dire maintenant, allez, il faut rentrer, c'est l'heure de faire la douche, de manger et de faire dodo. Donc là, imaginez, elle dit, je suis choquée, j'ai passé un trop bon moment et donc dans sa tête, elle a commencé à avoir des questions de comment ça se fait que Fatma nous interdise notre grand-père alors que c'est une personne en or. Donc, dès le lendemain, Sarah, elle avait qu'une hâte, c'est de retrouver ses cousines pour leur raconter et leur dire ce qui leur était arrivé hier soir et tout. Donc, une fois qu'elle est avec ses cousines, elle leur dit, hey, les filles, il faut que je vous dise un truc. Vous savez, le grand-père, tout le monde dit qu'il est méchant, qu'il est pas bien, qu'il est ci, qu'il est ça, mais je suis désolée. Hier, moi et ma sœur Nora, en fait, quand on est en train de rentrer chez nous, il nous a appelés. Bon, Nora m'a pas écouté comme d'habitude. Et elle est partie s'asseoir et quand je les ai rejoints, on est resté des heures durant avec grand-père en train de rigoler. Il nous a raconté des histoires, il nous a donné des bonbons. C'était trop bien. Jusqu'à, en fait, c'est ma mère qui est venue nous chercher tellement qu'on a tardé avec lui. Donc elle dit elle avait même pas très bien fini de raconter ce qui s'était passé, que là elle voit sa cousine Fatma qui vient vers elle avec les yeux rouges, grands ouverts et qui prend de l'élan avec sa main et qui lui met une claque. Elle a dit elle a vu une jaune, c'est-à-dire elle a vu des étoiles tellement que la claque elle était forte de la part de sa cousine. Elle dit c'était tellement fort en fait qu'elle a perdu l'équilibre et qu'elle est tombée au sol et tout le monde est resté sans voix et était choqué. Et une fois que le choc comme ça là est passé, tout le monde s'est mis à crier sur Fatma, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais tu arrêtes. En gros, pourquoi toujours t'es virulente comme ça? Ta main, elle est rapide au lieu de parler. Nanani, nanana. Bref, Fatma, là, elle va dire. Est-ce que je t'avais pas fait comprendre et je t'avais pas interdit, je t'avais pas donné l'ordre de pas t'approcher de lui, de pas lui parler? Combien de fois je vous l'ai dit, combien de fois je l'ai répété, combien de fois je vous ai rentré ça dans la tête? Et là, tu viens toute joie, c'est tout, et tu racontes à tout le monde que tu as parlé avec lui et en fait, c'est une bonne personne, tatati, tatata. Donc là, les cousines, incluant Fatma, elles sont sans voix, elles sont choquées et elles vont se mettre à dire à Fatma, mais écoute, c'est bon, elle a dit qu'il est bien, qu'il est gentil, on ne sait pas pourquoi tu réagis comme ça, de toute façon tu ne nous as jamais dit en vérité c'est quoi la raison de pourquoi tu le détestais autant et que tu nous l'as fait détester, alors que regarde, Sarah, elle a dit que c'était une bonne personne, nani, nana, bref, tout le monde est choqué de la réaction excessive de Fatma. Et donc Sarah, elle a dit, elle n'a pas avalé le fait qu'elle ait tapé comme ça devant toutes ses cousines. Elle a émis contre Fatma une haine et une rage et une colère, elle dit, énorme. Mais elle ne l'a pas montré, mais elle dit que malheureusement, c'est cette nuit-là qu'elle va comprendre et savoir pourquoi sa cousine a agi avec elle ainsi. Donc Sarah nous dit que ce soir-là, elle était tellement énervée, elle n'avait pas avalé la claque que sa cousine lui a donnée devant toutes les autres petites cousines, qu'elle s'est dit je vais avoir la tête dure et je vais la haine, c'est-à-dire je ne vais pas l'écouter et je vais en faire que ce que ma tête me dit de faire, et si elle n'est pas contente, c'est comme ça. Donc elle a attendu que toutes ses cousines rentrent à la maison et que même sa petite sœur ne soit pas là, et elle est partie s'asseoir à la place
de son grand-père et il était déjà là. Mais elle dit ce soir-là, ça va pas se passer comme la veille. Son grand-père, il va la tirer vers elle tout doucement par le bras, car Sarah nous dit que son grand-père va avoir envers elle des gestes ultra déplacés et toucher des endroits qu'il ne doit pas toucher. Et je pense que vous avez compris de quoi je parle. Donc là, Sarah, elle dit qu'elle est complètement choquée, paralysée. Elle n'ose même pas hurler. Même si elle essaie, elle dit rien ne sort. Il n'y a pas de lumière, je vous rappelle, c'est un village. Tout le monde est chez soi. Elle a missionné sa petite sœur Nora pour dire à sa mère de ne pas s'inquiéter, qu'elle allait être chez Fatma. Donc là, elle est toute seule dans cette galère. Et là, Fatma nous dit que malheureusement, il va la lever, vous avez compris, jusqu'à ce que d'elle sorte du sang. Et quand son grand-père a vu que le sang s'est mis à sortir d'elle, de vous savez où, il avait sorti de sa poche comme ça, tac, comme une fiole. Et il a réceptionné le sang de sa petite fille. Et elle dit quand même qu'elle a essayé, quand c'est venu à ce stade-là, de crier, de se débattre, mais elle sentait qu'elle était maintenue, pas par son grand-père, mais par plusieurs choses. Elle sentait plusieurs mains sur elle, sur sa bouche, sur ses yeux, mais elle dit que c'était pas du tout son grand-père. Donc elle dit, comme elle était encore petite, elle savait pas ce que c'était et ce que ça voulait dire. Et nous, on va l'apprendre plus tard. Et là, Fatma nous dit qu'elle commence à entendre son grand-père qui fait des murmures et qui parle, mais il parle pas en ourdou. Elle dit que c'est une langue inconnue. Donc elle dit elle était tellement dans la peur, dans la panique, dans la douleur, dans le choc, qu'elle n'a pas supporté tout ça et qu'elle s'est évanouie. Et qu'elle va se réveiller malheureusement que le lendemain matin, dès les premiers rayons du soleil. Et là, elle dit, le grand-père, bien sûr, il n'était plus là. Et elle se retrouve comme ça, toute seule, la pauvre. Et elle est très apeurée parce que, elle dit, à l'époque, eh bien, ça, ces agressions-là, genre, en gros, c'était pas du tout... Les familles, ils comprenaient pas, en gros, et ils savaient pas faire. C'est genre, là, vous allez comprendre la différence entre agression et victime. Genre, en gros, elle a dit, ils vont pas faire la part des choses. Ils vont la rendre plus même coupable, eh bien, que le grand-père. Et donc, malheureusement, Sarah va décider de garder le silence sur l'acte horrible, odieux de son grand-père pour ne pas avoir la colère de sa famille, quoi. Surtout de son père qu'elle craignait beaucoup, malgré qu'elle dit qu'il était gentil, qu'il avait un grand cœur. Mais dans un truc comme ça, elle dit genre en mode, ça rigole pas, quoi. Donc là, elle dit pour pas montrer, elle rentre chez elle, elle s'est lavée, elle a mis des nouveaux vêtements et au hasard, pour pas émettre des doutes et des soupçons, elle a décidé quand même de sortir avec sa sœur, jouer avec les autres cousines, leur rendez-vous quotidien là. Mais elle dit malheureusement, malgré qu'elle a essayé de cacher, d'avoir un comportement normal, eh bien, elle était renfermée, la pauvre, elle dit, sur elle-même, elle pleurait, elle avait les images en boucle qui passaient dans sa tête, les paroles de Fatma qui lui disaient non, tu t'approches pas de lui, c'est moi qui sais, c'est moi qui connais. Et donc là, elle dit, bon, elle essaye de cacher au maximum, mais celle qui va déceler en elle qu'elle est pas bien, qu'elle est pas comme à son habitude, qu'elle rigole pas, qu'elle crie pas, qu'elle joue pas et tout, eh bien, c'est la cousine Fatma. Donc, elle va la prendre de côté et elle va lui dire dans un premier temps, je suis désolée, tu sais, j'en ai mal dormi, la baffe que je t'ai mis hier, mais écoute-moi, je te jure que si je t'ai mis cette baffe, c'est parce que je t'aime et j'ai peur et j'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Genre, en gros, si je t'ai donné cette baffe, c'est dans l'intérêt, c'est pour ton bien, c'est pour que, genre, en gros, tu m'écoutes, quoi. Parce que je veux pas qu'il t'arrive malheur. Là, Sarah a dit, elle a même pas fini, sa cousine, de lui dire tout ça, de s'excuser, parce qu'elle pensait en fait qu'elle était encore en train de bouder par rapport à la baffe d'hier, que là, Sarah a dit, elle va se mettre à pleurer. Donc là, Fatma,
elle se confond encore plus en excuses, mais écoute, il faut vraiment que tu comprennes que si je t'ai mis cette claque, c'est genre en gros, c'est pas pour t'humilier, c'était pas pour faire le rôle de la grande et tout, c'était juste vraiment pour ton bien parce que je crains et je craignais, genre en gros, qu'il t'arrive comme le vieux m'a fait subir à moi. Donc là, Sarah, elle craque encore plus et se met à pleurer. Donc Fatma, elle commence à le regarder parce qu'elle comprend pas. Elle s'excuse, elle lui demande pardon, elle va même ramener des bonbons, elle lui fait un câlin, elle lui fait des bisous. Donc ça y est, ça devrait passer. C'est des bagarres qui peuvent arriver entre cousins, cousines et voilà. On efface, on reprend à zéro. Mais là, c'était pas des pleurs normaux pour Fatma. Mais quand même, Sarah, si elle pleurait, elle tremblait, elle n'était pas bien, quand elle entend de la bouche de sa cousine Fatma qui dit « parce que je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose, comme moi, je voulais pas qu'il te fasse ce qu'il m'a fait à moi », là, ça va faire traîne dans sa tête et elle va regarder sa cousine, elle va lui dire « attends, qu'est-ce qu'il a fait pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a fait à toi ?» Donc elle a dit, une fois qu'elle a posé cette question, elle remarque que le visage de sa cousine Fatma, il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que surtout à la fin elle devient très pâle, ses yeux deviennent rougeâtres comme si elle s'apprête à pleurer, elle tremble et elle n'est pas bien. Donc là, quand Sarah elle détecte ça sur sa cousine, elle dit bon attends, et elle décide de s'éloigner de tout le reste du groupe de filles. Et là, Sarah, elle lui dit si tu m'aimes et si tu as peur de Dieu surtout, et si tu le crains, tu vas tout me dévoiler, tu vas me dire la vérité, tu vas me dire qu'est-ce qu'il t'a fait. Donc là, Fatma, la pauvre, elle craque, et elle lui raconte tout, et il va s'avérer, je pense que vous l'aurez compris, qu'elle aussi a subi une grave agression, comme l'a subi Sarah de la part de son grand-père, mais qu'elle maintenait le secret pour les mêmes raisons que Sarah, c'est-à-dire genre, vous savez, dans certains pays, ça c'est des trucs qui passent pas, malheureusement, ils n'arrivent pas à différencier la personne victime. Donc là, elle avait trop peur et elle avait gardé ça, la pauvre, imaginez en elle un truc de lourd comme ça. Mais surtout aussi, il a fait le même geste, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'était mise, la pauvre, à perdre du sang, eh bien, il avait mis une fiole et il avait récolté le sang, c'est-à-dire en gros, c'est du sang de vierge, je ne sais pas comment dire ça, et donc, il l'avait remis dans sa poche. Ensuite, elle lui parle des mêmes murmures. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il disait. Il parlait en urdu. Qu'elle se sentit mal et tout de suite, elle s'est évanouie. Qu'elle avait plusieurs sensations de main sur elle qui la maintenaient. Bref, tous les symptômes, tout ce qu'elle a décrit, Sarah, il s'avère que Fatma aussi, elle l'a vécu de la même manière. Et donc là, Fatma, elle lui dit, donc c'est pour ça que je vous interdisais, que j'avais peur pour vous. Je voulais pas que vous en approchiez parce que je sais que ces intentions, elles sont mauvaises envers nous, genre les filles, et qui va nous faire du mal. Donc moi encore, c'est pas grave, mais je voulais pas à vous qu'il vous arrive quelque chose. C'est pour ça que je vous mettais en garde parce que je voulais simplement vous protéger de ce monstre. Plein de regrets de pourquoi elle n'a pas écouté Fatma, pourquoi elle a voulu avoir la tête dure juste pour prouver un truc d'arrogance. Elle a dit elle était trop mal et tout, mais elle a dit maintenant ce qui a été fait malheureusement était fait. Elles partagent le même secret, elles ont la même douleur, elles ont le même traumatisme et maintenant elle dit ce qui les importait à elles deux, c'était tout simplement de protéger le reste du groupe, les autres cousines, afin qu'il ne leur arrive pas ce qui leur était arrivé à elle. Donc là, quelques jours passent, Fatma et Sarah, ils ont vraiment du mal à se remettre, c'est normal, de ce que le chien de grand-père leur avait fait subir. Et donc là, ça devient tellement trop pour Sarah. Elle nous dit qu'elle décide un jour d'aller voir Fatma, de lui dire viens, de se mettre dans un petit coin ensemble et de lui dire écoute, tu sais, quand nos pères et tout, ils reviennent, il faut qu'on les mette au courant de ce que le grand-père y fait, comme quoi c'est un yinche, voilà comme il nous a fait, voilà comme il nous a fait. Et comme ça, c'est eux qui vont décider en gros la sentence qu'ils vont lui faire. Soit ils vont genre le tri, c'est-à-dire le bannir, plus jamais il a droit de venir dans notre village, ou soit je sais pas, ils vont l'emmener à la police, ou ils vont mettre fin à ses jours. Bref, ils se débrouillent comme ils veulent, ils lui font subir pire que ce que Anou nous a fait subir, alors que c'était déjà très grave, elle dit. Mais bref, elle dit, Sarah, elle pouvait pas garder ça pour elle. Elle avait besoin d'en parler, genre à son père, à sa mère, de se confier, quoi. Parce que c'est un danger qu'il y a avec eux dans ce village. Donc là, Fatma va lui dire, écoute,
Et elle rigole. Plein de fois, j'ai essayé. Tu crois que j'ai pas essayé d'en parler? J'ai essayé malgré que la peur et peut-être les répercussions que j'aurais derrière. Mais je voulais genre en gros faire tomber le masque du grand-père devant la famille. Mais à chaque fois que je vais pour parler de ça, je me retrouve, ma bouche se retrouve à parler de lui uniquement en bien. Donc là, Sarah, elle a du mal à comprendre ce que sa cousine Fatma, elle essaye de lui dire. Elle lui dit, bon, attends, je vais te donner un exemple. Elle dit, quand je décide d'aller voir mon père, de lui dire, il m'a fait ça, il est mauvais, etc., etc., elle dit, c'est comme s'il y a une personne qui est dans son corps et qui parle du grand-père, mais qu'en bien. Oh, c'est le meilleur des grands-pères, il est trop gentil, il est trop ci, il est trop ça, qui l'empêche en mode de dire la vérité. Donc là, Sarah dit, elle comprenait toujours pas. Je pense qu'elle est en train d'essayer genre de me dissuader de dire la vérité, mais bon, moi je vais la dire quoi. Si elle n'a pas le courage, elle essaie de m'endormir pour que je ne dise rien et tout. Non, non, moi dès que mon père il arrive au village, je lui dis la vérité. Et donc les parents, les papas sont de retour et quand elle décide, eh bien Sarah, à son tour d'aller voir son père et de lui dire ce que le grand-père leur a fait subir pour le punir, là, Sarah elle dit tout ce que Fatma lui a dit, c'était vrai. C'est-à-dire qu'elle va voir son père pour dévoiler la vérité et elle se met à parler du grand-père quand bien. Quand bien. Comme si c'était pas elle qui parlait, c'était quelque chose qui était dans son corps et qui sortait que de bonnes paroles. Donc elle dit ça étouffé tellement, surtout elle a dit, son père, il lui a dit, bah, c'est normal, c'est votre grand-père, c'est une bonne personne et tout. Il savait pas, malheureusement, bah, ses enfants, que le grand-père, il était horrible, que c'était un monstre. Donc là, Sarah est tellement frustrée, elle est tellement triste, elle comprend tellement pas pourquoi elle veut dire la vérité, c'est tout le contraire qui sort de sa bouche, malgré qu'elle essaye, ça veut pas. Donc là, elle dit d'aller dans sa chambre, elle se met dans son lit, elle pleure de frustration et de nerfs. Et elle dit cette nuit, elle pense juste à retrouver Fatma le lendemain pour lui dire « Ouais, c'est bon, je te crois, ce que tu as dit, c'est vrai et tout ça. » Donc elle dit, à un moment donné, tellement qu'en fait le sommeil, il voulait pas venir pour Sarah, tellement elle est en train de penser au flash avec son père, que elle va voir sa petite sœur Nora. Il est un peu plus de minuit, elle nous dit qu'il se lève. Quand elle la voit sortir de son lit, elle quitte la chambre et elle se dit à ce moment-là, Sarah, bah c'est sûr qu'elle est partie aux toilettes. Mais au début, donc elle calcule pas, mais au bout d'un moment, elle trouve que sa sœur, wesh, elle est restée trop longtemps aux toilettes. Donc elle décide d'aller voir bah, ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle se sent mal? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Donc elle va du côté des toilettes. Elle toque, elle dit « Nora, ça va ?» Nora, Nora, Nora. Et elle voit comme il n'y a aucune réponse et qu'elle regarde comme ça, elle voit qu'il n'y a pas la lumière. Elle ouvre la porte des toilettes, il n'y a rien. Donc elle cherche dans toute la maison, elle l'appelle. Ma couché, elle voit ses parents, ils dorment dans la chambre, elle n'est pas avec eux. Peut-être elle aurait fait un cauchemar, elle avait l'habitude de faire des cauchemars et d'aller se réfugier dans le lit de ses parents. Là, elle n'est pas là. Bref, où elle est? Donc là, Sarah, elle dit, elle ne sait pas, elle a un pressentiment qu'il faut qu'elle ouvre la porte de leur maison et qu'elle regarde dehors. Peut-être, elle dit, comme il faisait chaud, qu'elle a décidé, elle se sentait mal dans son sommeil, de respirer un peu devant la maison. Et dès elle dit qu'elle ouvre la porte comme ça, elle voit la maison d'en face qui était la maison de leur grand-père. Elle voit qui en sortir avec du mal et qui n'est pas bien, sa petite sœur Nora. Donc elle dit, Sarah, c'est pas comme pourquoi elle a réagi de la manière dont je vais vous dire, mais elle a couru vers elle, elle l'a tenue par ses cheveux, elle l'a tirée jusqu'à la maison, elle était en train de l'engueuler et ils sont partis jusqu'à la chambre, ils ont fermé la porte et elle lui dit, pourquoi t'es parti chez lui? Pourquoi t'es parti chez lui? Et Sarah, elle lui dit, tu vas tout me raconter, est-ce qu'il a fait quelque chose avec toi? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Et là, elle dit, sa petite sœur Nora, elle a craqué, elle a commencé à pleurer, elle doit tout raconter, mais là, elle va être choquée encore plus Sarah, puisque Nora va lui dire, ça fait une semaine en fait qu'elle sort comme ça de la maison, une fois que tout le monde est endormi. Donc là, Sarah ne comprend pas. Ça fait une semaine que le grand-père, il l'agresse, vous savez de quelle manière, et elle dit genre en gros, ils n'ont pas remarqué qu'elle sortait à plus de minuit. Donc là, Sarah, elle reste sans voix, et Nora va lui dire, écoute, tous les soirs, maman elle vient me réveiller et elle me dit « Lève-toi ma chérie, ton grand-père il t'appelle, ton grand-père il te veut. » Donc elle dit, elle se levait
Et elle partait, genre, parce que sa mère, elle dit, ton grand-père, il a besoin de toi. Et là, elle dit encore cette nuit, bah, c'est sa mère qui est venue la réveiller pour l'envoyer chez son grand-père. Donc là, Sarah, elle est choquée, puisqu'elle nous dit, bah, peut-être que les autres soirs, elle dormait, elle n'a pas prêté attention, et qu'aujourd'hui, bah, qu'elle est éveillée tard parce qu'elle avait les nerfs, mais elle dit à sa petite sœur, il n'y a personne qui est venu, maman, elle dort depuis. C'est très bien que maman, elle dort tôt, puisqu'elle se lève tôt. Donc, c'est pas maman, genre, en gros, il y a personne qui t'a appelé. Et là, Sarah, elle nous dit que malheureusement, comme ils étaient trop petits, qu'elle était encore trop jeune, ben, elle savait pas, à cette époque-là, elle connaissait pas c'est quoi djinn, elle savait pas c'était quoi, et les démons, tatati, tatata. Donc, là, imaginez, le grand-père, il leur envoyait des djinns pour venir la chercher et l'emmener chez lui sous l'apparence bien de sa mère. Donc là, elle dit maintenant avec le recul et le temps, la maturité, l'âge, le fait de connaître maintenant tout ça, elle dit c'est horrible, c'est juste effrayant. Mais comme elles étaient petites, ben elle savait pas ce que c'était. Bon, là, Sarah nous dit les jours passent et malheureusement, que ce soit son état psychologique à elle, à sa petite sœur Nora, à sa grande cousine Fatma, les trois, elles sont dans un état, elle dit, juste pitoyable, renfermées sur elles-mêmes, elles ont les images en boucle dans leur tête, elles sont prisonnières, elles peuvent même pas se confier, elles peuvent même pas en parler, même pas aller le dire à leur mère. Tout ça, elle le porte et elle le supporte à trois. Elle dit que ça devenait même plus vivable, quoi. Et surtout, elle leur gardait la face pour pas éveiller les soupçons, que ce soit de la part de leurs parents, de leur famille et des cousins et cousines, quoi. Donc, elle continue toujours au moment de l'Asr, dans l'après-midi, à se lever et à aller jouer avec les cousines pour essayer aussi d'avoir des moments où ils pensent plus à tout ça. Et là, ce jour-là, ils vont pas déroger à leur habitude, ils sortent pour jouer tout ensemble. Mais là, il va se passer quelque chose de bizarre cet après-midi-là. On remarque que toutes les cousines, elles sont la mine grave, elles sont pas bien, il n'y a pas le même enthousiasme que quand elles se retrouvaient d'habitude. Il y a du mauvais dans l'air, une atmosphère lourde, bref, c'était quelque chose de chaotique. Et elle dit parmi toutes ses cousines, il y en a une qui est dans un coin et qui est comme ça, qui a sa tête dans ses bras et qui pleure et qui n'est pas du tout bien. Et cette cousine en question, elle s'appelle Zeynep. Donc là, elle décide, Sarah, bien d'aller auprès d'elle et de demander ce qui s'était passé, est-ce qu'elle avait une mauvaise note ou est-ce qu'elle avait fait une bêtise et ensuite elle s'est fait engueuler par ses parents. Bref, elle veut savoir, elle y va dans un contexte de consoler sa cousine. Mais Sarah nous dit à peine qu'elle lui avait posé la question, Zeynep, il t'arrive quoi ma cousine chérie, j'aime pas te voir comme ça. Que là, dit Zeynep, elle a implosé, elle a explosé, elle a pleuré, elle s'est mise à hurler et elle a tout raconté. Et je sais que vous avez compris que malheureusement, elle aussi a été victime de son bourreau de grand-père, de son liange de grand-père, et qui lui a fait la même chose. Elle a raconté les mêmes détails, le sang réceptionné dans la fiole, les paroles, les plusieurs mains. C'était pas les mains de son grand-père, mais elle était empêchée de bouger, de crier, bref, tout ce que Fatma, Nora, Sarah ont raconté, là c'est Zeynep à son tour qui leur raconte. Et donc, il faut que je vous dise que toutes les cousines, en incluant Fatma, Sarah et Nora, elles sont au nombre de 8. C'est 8 petites cousines, quoi. Donc là, elle dit, quand les autres cousines, elles entendent de la part de Zeynep ce qu'elle est en train de raconter, parce qu'elle a vraiment crié, elle a craqué, elle a dit ça haut et fort et tout, elle était pas bien. Quand elle s'est retournée comme ça, genre Sarah, pour regarder ses autres cousines, elle remarque que leur visage, il s'est assombri, il s'est fermé, il n'y avait plus un bruit, elle a dit c'était calme, bref, lourd, mais... Est-ce qu'elle dit, Sarah, elles ont agi comme ça parce qu'elles étaient choquées, tristes, traumatisées de ce qui venait de dire Zeynep, surtout de ce qu'elle venait de subir, ou il y avait encore autre chose, et là, encore écouter le grand choc. En fait, si les cousines, elles sont restées silencieuses, que leur visage a changé, qu'elles sont venues pâles, que pour certaines, elles tremblaient, certaines pleuraient, certaines s'évanouissaient, même perdaient connaissance, c'est pourquoi? C'est parce que les 8 là,
Les 8, elles ont subi toutes la même chose de la part du grand-père. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ça commence HDV, ça commence, on est parti dans un truc horreur, sorcellerie, mais ce qu'il leur a fait subir, c'est un criminel. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est aussi du crime, cette histoire. Et elle est loin, loin, loin d'être finie. Et vous êtes loin d'être choqués. Et écoutez, écoutez les dingueries qui arrivent de cette histoire. Donc là, toutes elles comprennent que malheureusement, elles avaient tellement peur, je dis encore, avec les mœurs, les traditions, le fait que ils soient arriérés, ils vont pas faire la différence, dissocier c'est qui la victime et tout ça, que là, en fait, les pauvres, elles gardent tout en elles, ce secret-là. Tout en elles, elles gardent ces paroles, parce que, comme dit Sarah, on leur disait toujours de protéger, de préserver jusqu'à leur mariage leur virginité, et que si c'était pas le cas, ben, personne ne voudrait se marier avec eux et que leur avenir serait ruiné et qu'elles entacheraient eh bien, la réputation de leur famille, de leurs parents et tout ça. Et ça, on leur disait, elle dit Sarah, depuis leur plus jeune âge. Depuis leur plus jeune âge. Et donc les pauvres, c'est pour ça qu'elles étaient comme ça, toutes traumatisées et dans la peur de se confier. Donc Sarah a dit, alhamdoulilah, en gros que Dieu merci, Zeynep elle est hurlée comme ça. Et ce qui a fait qu'elle s'est fait entendre et que tout le monde a entendu des cousines et que les cousines ont pu à leur tour se confier, sortir ça d'eux, se dégager. Et elles peuvent comme ça, elle dit Sarah, se soutenir entre elles. Elle dit à ce moment-là aussi Fatma, elle s'était évanouie parce que malgré qu'elle a essayé de les protéger comme Fatma, ça a été la première victime du grand-père. Elle dit Sarah, malheureusement, s'ils en sont arrivés là, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté, ils voulaient avoir la tête dure et en mode, maintenant ça a créé tout ça, toute cette grande folie là. C'est que durant des mois, elle nous dit, Sarah, qu'elle et ses cousines, ils se voyaient plus trop ensemble parce qu'elles avaient tout simplement pas peur de croiser le grand-père connard dehors et tout. Donc elles préféraient les pauvres passer sur leur sortie, que même quand leur mère, elle leur disait allez sortez un peu, allez vous défouler, tatati tatata, elles refusaient toutes, elles disaient non c'est bon je veux rester à la maison et comme ça. Et vraiment quand elles veulent se voir, elles se voient, c'est la maison par exemple de Fatma tout ensemble, ou bien la maison de Sarah, la maison de Zeynep, bref entre elles, elles tournaient comme ça, mais pour aller à l'extérieur et risquer de croiser le grand-père, elles en étaient tellement traumatisées, et c'est qui est compréhensible, qu'elles préféraient ne plus jouer, quoi. Donc en gros, Sarah dit, il leur avait ruiné leur enfance. Donc là, je vous ai dit, les mois passent, et un jour, le père, il va venir avec une nouvelle qui dit, va être un peu libératrice pour Nora et Sarah. Le papa va leur dire comme nouvelle, les filles, préparez-vous, j'ai une surprise. Dans 3 jours, Inch'Allah, on va aller en Arabie Saoudite. J'ai trouvé un travail là-bas avec un bon salaire. Et donc, on va aller s'installer avec votre mère et vous. Donc, voilà. Donc, elle dit, Sarah et Nora se sont regardées. Et pour eux, en fait, c'était leur échappatoire de sortir de cet enfer, de sortir du traumatisme dans lequel ils étaient. C'était un nouveau départ. Et donc, elles avaient trop hâte, elles étaient super contentes, elles ont sauté au cou de leur père qui même, lui, il a rigolé, il leur a dit, dis donc, je pensais que vous alliez être triste, en gros, de laisser les cousins, les cousines, le village, là où vous êtes nés, vos montagnes et tout. Et là, il ne savait pas, le père, qu'il les a libérés. Donc, Sarah nous dit qu'à cet âge-là, elle connaissait quoi de l'Arabie Saoudite? Seulement que c'était l'endroit où il y a la Mecque, l'endroit où il y a Médine, que le prophète il est né là-bas, et donc elle a dit, elle a toujours rêvé de voir la Kaaba, la Mecque de ses yeux, quoi. Donc elle était contente. La maman pareil, Nora pareil, mais eux, leur joie à eux deux, avec ce qu'elles ont vécu, le fait de savoir que on va partir et tout ça, ça va rester derrière nous, alhamdoulilah, Dieu merci. Elles ont respiré. Mais tout de même, Sarah et Nora,
malgré elle dit qu'elles sont super heureuses, que c'est une opportunité, ça va être un nouveau départ, le fait juste d'être loin de ce connard de grand-père, là, ça va les libérer et tout. Mais elle dit d'un autre côté, elles étaient tristes, elles avaient peur pour qui? Bah pour le reste des cousines, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver, si jamais ça se sait. Elles étaient vraiment mal pour elles, mais l'autre côté, il était content parce que ça y est, elles vont fuir. Donc les 2 jours passent et arrive le fameux 3e jour, le jour du départ. Donc ils avaient rassemblé leurs affaires et là elle commence à dire au revoir à nous dit Sarah à toutes ses cousines. Donc toutes les cousines entre elles ils pleurent, même les cousins, le papa avec ses frères, la maman avec les tatas. Et bref, et le grand-père, bah, ils ont dit exprès qu'il était fatigué parce qu'il était resté chez lui et donc, bon, ils n'ont pas calculé, c'était juste le papa de Sarah qui était parti le voir et lui dire au revoir. Donc là, il commence à descendre et dit du village, à sortir. C'est que avant de sortir du village, dites-vous, elles étaient encore à pied avec leurs valises pour rejoindre la grande route, que elle et sa sœur Noura, dans le même temps, vont se mettre à vomir. Vomir, 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 tellement que ça va choquer les parents. Donc le père, il va leur dire oh bah c'est sûr que vous avez mangé quelque chose qui n'est pas passé et qui, peut-être la date a été passée, vous n'avez pas fait attention et tout. Donc, une fois qu'elles ont fini comme ça de régurgiter, ils vont se mettre en route. Le chauffeur que le père il avait pris, on va dire le taxi, il arrive, il monte dans la voiture et direction l'aéroport. Donc elle nous dit, Sarah, que ce soit elle et sa petite sœur, c'est la première fois qu'ils voyaient la ville. Ils sont jamais descendus de leur montagne, ils sont nés là-haut, ils sont restés toute leur enfance là-haut et là c'était la première fois qu'ils voyaient comme ça les grandes routes, les voitures, les magasins, les gens de la ville, leur mode commençait, bref, ils étaient comme ça subjugués. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que quand elles arrivent à l'aéroport, Sarah elle nous dit qu'elle de l'Arabie Saoudite, elle connaissait que la Mecque et Médine. Et là elle dit, elle voit sur le tableau qu'ils vont direction Jeddah. Elle connaissait pas du tout. Donc ils enregistrent leur passeport, ils montent dans l'avion et les voilà en train d'atterrir à Jeddah chez un cousin du papa. Donc ce cousin, il les accueille, leur dit bienvenue en Arabie Saoudite, Inch'Allah un nouveau départ pour vous, ça va aller, nanani nanana. Et là, il les ramène chez lui, donc elle nous dit chez lui, elle le décrit, c'était une petite maison, mais il était trop gentil. Mais genre, c'est vraiment petit et serré. Il y avait seulement une petite chambre, un petit salon et une petite salle de bain, quoi, mais vraiment petit. Et il faut savoir que c'était tellement petit chez ce cousin-là que la cuisine a été dans le salon, genre en gros. Le cousin en question, il est marié et il a des enfants. Donc en gros, bah, c'était déjà trop gentil de les avoir accueillis, malgré que ça va les serrer, quoi. Alors qu'eux-mêmes, déjà, ils vivent en mode serré. Donc directement, son père, il va se mettre à la recherche d'un appartement à louer. Donc là, au bout de 4 jours, le père, il vient avec une bonne nouvelle pour la famille. Il aura trouvé un petit appartement, très bien. Donc là, ils étaient tous contents, ils y vont directement. Et le père, il était tellement heureux, et il voulait tellement que ce nouveau départ, il se passe au mieux, qu'il dit à sa famille, écoutez, comme Jeddah, c'est la ville la plus proche de la Mecque, j'ai une surprise pour vous. J'ai demandé la voiture au cousin, et il va me la passer. Et Inch'Allah, demain, nous allons à la Mecque. Donc, elle dit, Sarah, Nora, la maman, quand elles ont entendu ça, elles ont sauté de joie, elles étaient trop contents parce que c'était leur rêve, quoi. Donc, elle nous dit, Sarah, ils étaient heureux, ils ont pleuré de joie tellement que pour eux, c'était quelque chose de grand. Ils avaient, elle se rappelle, dans son village, des petits cadres avec la Mecque et tout ça, et ils voyaient aussi à la télé. Et là, elle nous dit, se dire qu'ils vont la voir en vrai. L'émotion, elle était trop forte. Donc, elle dit cette nuit-là, ils n'ont pas réussi à dormir tellement qu'ils étaient excités, impatients d'aller faire leur petite umrah. Donc, le matin se lève, ils partent et là, après quelques heures de route, ils arrivent à la Mecque. Donc, ils descendent de voiture, ils commencent à se diriger vers la Kaaba. Et là, elle dit, à peine ils sont en train de marcher, ils ne sont pas encore arrivés, dites-vous.
que là, elle se remet, elle nous dit, Sarah a vomi, elle était pas bien, des douleurs, des crampes au ventre, incompréhensibles, des vertiges et tout. Donc là, ils ont tellement eu peur parce que c'était plus que quand ils avaient quitté le village. Là, c'était que elle qui vomissait comme ça. Donc là, le père a dit, il parlait pas encore bien l'arabe. Il parlait que en ourdou. Donc, il a crié et demandé de l'aide comme il le pouvait. Et ils vont attirer comme ça l'attention de 3 gardes armés. Et, alhamdoulilah, Dieu merci, parmi les 3 gardes, il y en avait un qui parlait en ourdou. Donc, il va comme ça parler avec le père qui explique la situation. Et là, le garde, il va les emmener à l'infirmerie qui est à proximité de la Kaaba. Donc là, les médecins, ils vont l'examiner et tout. Et ils disent, en gros, qu'elle n'a rien, ils ont fait des analyses, ils ne savent pas ce qu'elle a. Donc là, elle dit directement que ce soit son père ou sa mère, ils ont dit, c'est pas possible. Avant de quitter le village, elle a fait ça. Là, aujourd'hui, elle n'est pas bien. Vous n'avez pas vu comment elle est en train de crier. Elle crie si fort que ça a attiré l'attention des gardes. Bref, notre fille, elle a quelque chose, quoi. Donc là, la médecin, elle va montrer les analyses à la mère de Sarah, et c'est vrai, il y avait nothing, il n'y avait rien. Bon, ils vont dire, bon, on ne sait pas, Allah alam, seul Dieu sait ce qu'elle a, mais ça se voit qu'elle est fatiguée, qu'elle est pâle et tout. Est-ce que vous pouvez nous passer un fauteuil roulant? Parce qu'elle ne peut pas marcher, elle ne pourra pas genre tourner autour de la Kaaba, elle est trop faible pour ça. Donc ils l'ont assise sur le fauteuil roulant, on nous dit Sarah, et ils ont commencé à avancer direction la Kaaba qu'elle rêvait de voir depuis tant d'années. Donc elle dit, durant tout ce temps-là, ce qu'il se passe, c'est que Nora, elle est super silencieuse depuis le départ de la maison. Elle parle pas et elle est que collée comme ça, elle tient sa mère, sa abaya. Elle tient comme ça, elle regarde partout, comme si elle est effrayée, elle sait pas où elle n'est pas elle-même, elle n'est pas bien. Donc là, elle nous dit, Sarah, une fois qu'ils sont rentrés à la Kaaba, la maman, elle a fait, regardez les filles, elle est là, alhamdoulilah, on la voit, elle est là. Elle est là. Sauf que Sarah nous dit, elle regarde sa mère, elle est là quoi? Elle lui dit, genre en gros, Beytullah, il est là. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que Sarah nous dit, la pauvre, qu'elle ne voyait pas la Kaaba. Et quant à la situation de sa sœur, elle s'est mise à crier, à pleurer, parce qu'elle voyait des choses qui étaient en train comme de la poursuivre. Et elle criait comme ça, ils me poursuivent, ils vont m'attraper, partez d'ici, je veux partir d'ici. Donc Sarah, elle dit qu'elle redit à sa mère, mais où? Et sa mère, elle dit, mais genre en gros, justement, elle est là, devant toi, là. Et elle dit, c'est comme si elle était devenue aveugle, et elle a eu, paf, comme ça, elle s'est endormie d'un coup, et quand elle se réveille, elle dit, elles sont comme ça du mouvement, oui, c'est normal, elle n'est plus dans le fauteuil roulant, elle est dans la voiture, ils sont sur le retour, et quand on regarde comme ça, de l'autre côté sur la vitre, qui est endormie et pas bien, pareil, c'est Nora, la petite sœur. Donc là, elle dit directement, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'a pas vu la Kaaba, alors que c'était son rêve, elle était super triste, et là, ils étaient sur le retour, donc quand ils sont rentrés à la maison, elle a pris sa petite sœur à part, elle lui a dit, est-ce que toi tu l'as vu la Kaaba, est-ce que tu l'as vu? Et sa petite sœur, elle lui a dit, non, j'ai vu que des trucs qui étaient en train de nous poursuivre pour essayer de nous faire du mal et qui voulaient me prendre et tout ça. Donc les deux, au final, dites-vous, elles l'ont pas vu. Pourtant, c'était que des enfants, ils n'ont rien fait de mal. Par exemple, on a entendu des histoires des gens qui ont fait des sorcelleries tellement graves et tout ça, quand ils sont partis là-bas, ils sont devenus soit aveugles, et dès qu'ils quittaient la vue, elle leur revenait, genre en gros yeux, ils voulaient pas du tout leur donner la joie de voir sa maison. Et là, elle, non, écoutez, je vous ai dit, c'est pas fini. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Sarah, elle dit, elle avait plus de doute dans sa tête qu'il leur arrivait quelque chose de grave, mais comme elle était encore jeune, elle savait pas vers quoi elle devait se diriger pour comprendre ce qui était en train de leur arriver. Donc, elle était juste triste et déçue, et même quand ils ont dit à leurs parents, ils ont dit, ils savent pas, ils comprennent pas. Eux-mêmes, elles se sont senties mal et ils ont préféré rebrousser chemin. Donc là, quelques jours passent et le père de Sarah et Nora, il va aller les inscrire à l'école pakistanaise qui est à Jeddah. Donc là,
qui se passe, c'est que c'est une école où l'exclusivité, on va dire, des élèves, c'est que des élèves d'origine pakistanaise qui ont leurs parents qui se sont expatriés en Arabie Saoudite et qui, voilà, avec leur famille, ils leur ont fait ces écoles-là, ces établissements-là pour qu'ils gardent leur culture et qu'ils gardent leur langue tout en apprenant aussi la langue arabe et tout, bref. Donc là, elle a dit, elle s'est retrouvée dans une classe et sa soeur s'est retrouvée dans une autre classe. Et là, Sarah nous dit un jour, elle va assister à un nouveau cours. Je vous rappelle, dans son village, c'était que la tante qui leur donnait des petits cours et tout. Mais là, ils n'avaient jamais fait ce cours-là. Là, le cours qu'elle va avoir, la matière, c'est Tarbiya Islamia, c'est-à-dire l'éducation islamique. Donc là, elle est contente, elle se demande comment va se passer ce cours. Elle arrive dans la classe, elle s'installe et au tableau, la prof, elle avait écrit c'est-à-dire la sorcellerie et l'autre monde. Donc vous voyez sur quoi le cours il va porter. Donc Sarah nous dit que la prof, elle commence à leur dire comment il faut, quelle sourate et tout ça il faut réciter pour être protégé, quel verset, tout ça. Ensuite, elle commence aussi à leur dire qu'une personne qui est atteinte de sorcellerie et qui soit elle se sent atteinte de sorcellerie, elle peut reconnaître qu'elle est sous sorcellerie si elle a tel a'rad, c'est-à-dire si elle a tel symptôme, si elle a ce symptôme-là, ce symptôme-là, ce symptôme-là. Mais Sarah nous dit, plus la prof disait et étayait les symptômes, plus en fait elle captait qu'elle les avait en elle. Tout ce que la prof elle est en train de dire, tout ce que les personnes qui sont sous sorcellerie et tout, ils ressentent, c'est tout ce que Sarah et Nora ressentaient. Donc là, Sarah, elle a dit, elle a bien ouvert ses oreilles, elle s'est concentrée et à chaque fois, elle était de plus en plus choquée parce que à 99,9%, tout ce qu'elle est en train de dire, elle l'a. Donc là, la prof a dit, donc voilà, mes chers élèves, comment reconnaître une personne qui est ensorcelée ou bien qui est elle-même victime de sorcellerie, comment elle va reconnaître qu'elle a ça. Donc là, elle dit, Sarah, elle n'a pas montré aux autres élèves et tout qu'elle était choquée, elle a gardé tout ça à l'intérieur d'elle, mais là, il n'y avait plus de doute à avoir. C'est simple, elle décide tout simplement d'attendre la fin du cours, que tous les élèves aient quitté la classe et d'aller au bureau de sa professeure et de lui dire, Madame, excusez-moi, voilà en fait tout ce que vous avez fait, rapporté durant le cours concernant les personnes ensorcelées et tout, tous les symptômes que vous avez décrits, sachez que moi je les ai. Et elle lui raconte aussi le jour où elle est partie à la Mecque mais qu'elle n'a pas vu la Kaaba et depuis ça la perturbe, elle se sent mal, mais là ça l'a encore plus perturbée à cause du cours qu'ils ont eu. Donc là, la prof, elle est choquée. Et là, elle lui dit, bon là, je vais avoir un autre cours, les élèves, ils vont arriver. Donc demain, je te propose de venir me voir directement à mon bureau et tu m'expliques mieux ce qu'il t'arrive, ta situation et tout ça. T'inquiète pas, Inch'Allah, ça va aller. Donc Sarah, elle remercie sa prof, elle attend que la nuit, elle passe et dès le lendemain matin, dès qu'elle arrive à l'école, elle va au bureau de cette professeure qui l'attendait déjà et elle lui dit de s'installer et de tout lui raconter. Donc là, la professeure, la première truc qu'elle va demander à Sarah, c'est de lui raconter d'où elle vient, son enfance, comment ça s'est passé. Donc là, Sarah nous dit, elle lui dit, bon voilà, je suis dans un petit village qui se trouve pas très loin de Lahore. Voilà, j'avais jamais quitté ma montagne. On vivait dans le village. Les principaux là qui vivent, c'est que mes tantes, mes oncles, les cousins, les cousines et tout ça. Et elle avance dans son récit et elle arrive au moment du grand-père on nous disait de faire attention à lui, de ne pas s'approcher de lui. Tatati, elle lui dit pas dans un premier temps l'agression qu'il leur a fait à toutes les 8 subir. Elle saute ce passage-là. Mais le fait qu'elle ait sauté comme ça de passage, la prof, on dirait, c'est comme si elle avait ressenti qu'elle était en train de lui cacher quelque chose. Donc là, elle va lui dire, écoute, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'apporte des réponses, il faut que tu me racontes tout, que tu ne me caches rien, que tu te confies à moi, que tu n'aies pas peur, quoi, tout simplement, si tu veux que je t'aide. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, Sarah va se confier à sa prof et elle va tout lui raconter. Et là, pour une fois, elle dit, c'était trop bizarre, elle a sorti ça d'elle, elle a raconté son agression que le grand-père lui avait fait subir, mais elle dit, là, elle l'a raconté normal. Alors que le jour quoi elle voulait raconter à son père, ça voulait pas sortir, ça sortait que des bonnes paroles. Donc là, elle a dit, elle a su instinctivement qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans tout ça.
Donc Sarah, elle nous dit, elle a tout raconté à sa prof, qui l'a écoutée, qui en a même pleuré, qui était choquée, qui l'a prise dans ses bras. Et là, quand Sarah elle a fini, elle lui dit, s'il vous plaît, racontez pas ça à ma famille. Vous savez, ils sont pas ouverts d'esprit, ils vont pas comprendre, ils sont arriérés. S'il vous plaît, dites pas, ça risque d'être grave, sinon pour moi et tout. Et la prof, elle avait dit, t'inquiète pas, je vais rien dire. Mais Sarah nous dit que malheureusement, elle était même pas encore arrivée chez elle, qu'elle entend déjà la colère de son père et les cris de sa mère et ses pleurs. Et elle a compris que la prof, elle les avait mis au courant et elle dit qu'elle lui en veut pas jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle pense que si elle l'a parlé, c'est parce qu'elle avait peur pour elle et que c'était peut-être une manière d'aider Sarah dans son problème, quoi. Donc la prof, c'est pas qu'elle l'a trahi, mais c'est plus qu'elle a voulu, on va dire, alerter. Donc là, Sarah nous dit, elle rentre en tremblant dans sa maison. Donc là, Sarah a dit, une fois qu'elle était rentrée chez elle, ses parents, ils l'ont prise, ils l'ont assis, ils l'ont dit, tu racontes tout. Donc là, elle a tout raconté. Le père, elle dit, elle voyait ses yeux, ils devenaient de plus en plus sombres et il était en colère. Et la mère, elle pleurait. Et elle s'est mise à côté d'elle. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as pas dit? Il fallait me dire, il fallait parler. Elle dit, j'arrivais pas à vous parler quand je veux dire, ça voulait pas sortir. Et elle essaie d'expliquer tant bien que mal. Mais elle sent et voit bien que son père, il prend pas les choses de la même manière que la maman. Et donc, ils étaient encore plus choqués, les parents, quand ils vont entendre, quand ils lui disent mais c'est qui, et qu'elle dit que c'est le grand-père. Donc là, le père, il leur dit, écoutez, on va aller à l'hôpital pour examiner Sarah, pour examiner la petite, pour voir, genre, en gros, si les dires de la prof, ils sont vrais et les dires de Sarah. Donc ils vont à l'hôpital, ils la font examiner et les médecins ils disent que malheureusement, elle a subi une agression, vous savez laquelle. On n'a pas le droit sur YouTube de dire le mot. Donc là, ça commence par un V, vous avez compris. Donc là, ce qu'il se passe, elle dit, c'est que c'est pas du tout le scénario auquel elle aspirait et qu'elle espérait, genre un scénario où son père va comprendre et tout, mais c'est plutôt le scénario qui craignait tout et que c'est à cause de celui-ci qu'ils ont gardé le silence, à savoir que elle dit son père, genre en gros son père il va vraiment péter un câble, mais pas de la bonne manière, vraiment pas. Et surtout pas sur la bonne personne. Donc là, Sarah, elle dit, ce jour-là, elle n'oubliera jamais de sa vie parce qu'une fois qu'ils étaient à la maison avec le papier comme quoi, elle s'est fait agresser, vous savez de quelle manière, elle dit son père, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas le grand-père, il a voulu passer ses nerfs sur elle en mettant sur son visage à elle le visage de son père, elle dit elle sait pas, mais il s'est mise à la frapper, elle nous dit frapper, si bien, c'était tellement violent qu'elle n'a pas supporté. La mère elle a essayé de s'interposer, il l'a balancée contre le mur, elle s'est évanouie. Et donc après, elle-même, elle dit qu'elle se rappelle seulement s'être réveillée à l'hôpital. Donc là, il n'y avait que sa mère auprès d'elle. Dites-vous que Sarah a dit, malgré tout ça, elle a demandé à sa mère où était son père. Et sa mère lui dit que son père était retenu par la police et qu'il était menacé d'expulsion vers le Pakistan parce que genre en gros on n'agit pas comme ça quoi. Donc Sarah a dit le truc certain c'est que si son père il se fait expulser, ils se feront expulser aussi avec lui, genre en gros tu vois, ils vont partir, ils vont pas le laisser retourner tout seul. Mais elle dit elle à ce moment-là ce qu'elle voulait c'était seulement que son père comprenne la détresse dans laquelle elle a été, comprenne ce qu'elle a subi, qu'il se mette à sa place et tout. Mais elle dit malheureusement, il ne lui a pas donné cette valeur-là, cette oreille-là. Non, il a pris les choses, elle dit, de manière très négative, quoi, en gros. Donc là, Sarah nous dit, elle est sortie de l'hôpital, son père est venu la voir, il a présenté des excuses, il a pleuré, il a dit, c'est pas pourquoi il a agi comme ça, mais il est dalmat fi'youni, genre genre en gros, il a dit, devant lui, tout est devenu très sombre, flou. Il avait la haine, la rage et il a agi ainsi, mais qu'il regrette. Et donc, il a commencé à pleurer. Donc, Sarah a dit, parce que son père, il avait jamais agi ainsi de toute sa vie.
Elle dit que c'était genre la douleur qui l'avait fait agir ainsi, donc elle lui a pardonné, ils ont pleuré ensemble. Et son père, elle dit, Sarah, le seul moyen qu'il cherche là, c'est de retourner au Pakistan, sauf que le patron, il voulait pas lui donner son passeport parce qu'il était en contrat. Donc elle a dit, il était frustré, il rentrait tous les soirs énervé, en colère. Il veut retourner au Pakistan, il disait pour se venger de son père, quoi. Genre en gros lui faire du mal parce que elle lui a fait comprendre, eh bien, Sarah, que quand elle voulait lui dire, il y avait un truc bizarre et le père, il avait dit à sa femme, imagine, elle ensorcelait les petites parce que si elles veulent nous dire et que ça les empêche de parler, qu'elles nous en parlent combien, il y a une histoire de sorcellerie. Donc il était encore plus enragé. Et là, tellement qu'il a essayé avec son patron de négocier avec lui, de lui donner son passeport pour qu'il puisse rentrer au Pakistan. Il a un problème urgent familial à régler, mais qu'il ne voulait rien entendre, son patron. Il est parti voir sa femme, dites-vous, et il a dit, écoute, j'ai trouvé une solution pour que retourne au Pakistan. Elle lui a dit, quoi, t'as même pas ton passeport, ni rien. Il a dit, ouais, j'ai trouvé une solution. Écoute, tu sais, on va faire quoi? Je vais descendre en bas, je vais aller au café, je vais me taper avec genre une personne d'origine saoudienne, je vais me taper à mort avec lui, ils vont appeler la police, genre en gros je vais faire un mouchkil, je vais faire un problème, ils vont appeler la police, quand ils vont voir que j'ai déjà fait des bêtises, genre en mode, ils vont dire, ah toi, expulsion, et genre en gros, il pourra revenir que dans tant de temps. Mais là, en gros, on va t'expulser. Parce que je crois, à l'époque, il donnait plusieurs chances. Donc la femme, elle a dit, vas-y, fais ça. Elle l'a encouragée parce qu'elle-même, elle avait envie d'aller taper le grand-père. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, hein, ils ne savent même pas que Nora, elle est dans la même situation et que c'était encore plus pire. Elle, durant plus d'une semaine, il lui avait fait subir toutes ces agressions-là. Donc dites-vous que le père, c'était pas des paroles en l'air. Il est descendu, il s'est battu. Et ils ont appelé la police, ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené au poste, ensuite ils l'ont ramené dans la prison, genre après c'est que des personnes qui vont être expulsées. Il leur a dit, moi je suis pas venu ici tout seul, j'ai ma famille, si vous m'expulsez, vous expulsez aussi ma famille avec moi. Ils ont dit d'accord, donc ils ont ramené ses proches et arrive le jour où ils prennent l'avion et genre en mode expulsé, mais ils pourront toujours revenir parce que c'était que la première indar, le premier avertissement, mais au bout d'un certain temps. Donc elle nous dit, Sarah, que c'était depuis là qu'ils étaient installés en Arabie Saoudite. Ils n'avaient pas de nouvelles des oncles et des tantes et tout ça. Donc ils n'ont même pas prévenu qu'ils étaient sur le retour. Donc là, elle nous dit, Sarah, ils sont arrivés au Pakistan. Elle dit, elle a ressenti dès que son père, il a posé son pied sur le sol du Pakistan, il s'est mis à quatre pattes, il a embrassé le sol. Et il a dit, j'aurai ma vengeance, j'aurai ma vengeance. Elle a dit, elle a vu les yeux de son père changer complètement. Il voulait tout simplement tuer son propre père de ses propres mains par rapport au mal qu'il avait fait à sa fille et aux cousines. Mais ils n'avaient pas osé dire que c'était toutes les cousines déjà et surtout osé dire que Nora, elle était dans la même situation, voire comme elle dit Sarah, pire que la sienne. Donc là, ils prennent un taxi et direction le village. Là, la femme, elle dit à son mari, tu veux pas les appeler pour leur dire en gros qu'on arrive, qu'on est en route? Il a dit non, parce qu'il risquerait, genre le grand-père, de comprendre et sait-on jamais de prendre la fuite et moi je le veux vivant. Donc Sarah nous dit quand ils sont arrivés au village, là il se passe quoi? Il se passe que tout le monde est choqué, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Ils n'osent même pas venir leur dire bonjour, ni rien, tellement ils sont choqués. Mais surtout, ils voient bien que le père de Sarah est dans une colère énorme. Il va devant la porte de la maison du grand-père, il prend son élan comme ça, il met un grand coup de pied, il rentre à l'intérieur, il l'appelle, il dit sale chien, sale truc, sors, sors, si t'es un homme, sors, tu veux faire le mec, ah ouais, bah viens, tu vas te confronter à un vrai mec et tout. Et il cherche dans toutes les pièces et le vieux, il est pas là, donc les oncles, bah, une fois qu'ils sont passé le choc de ça, ils vont auprès de leur frère, mais qu'est-ce qui t'arrive mon frère, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es en colère, et il dit ramenez-moi ce chien et tout, il dit que ça. Ils disent ouais mais Hedden, genre en gros calme-toi, dis-nous, il est où, je vous ai dit il est où, là il y a un des frères qui va dire écoute, ça fait 7 mois qu'il est parti en Afghanistan.
il est là-bas. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas et tout, mais tu connais là, lui, ces périodes et tout, quand il va en Afghanistan, ou bien quand il va en Inde, ou quand il va ci, ou quand il va ça. Donc là, ça fait genre 7 mois et tout. Raïb, il est absent, il est pas là. Mais pourquoi tu es en colère? Donc là, le père, il va tout leur raconter ce qui est arrivé à Sarah. Donc au début, ils mettent ses paroles en doute jusqu'à que le père il sort de sa poche l'attestation du médecin comme quoi elle dit qu'elle a subi une agression et tout. Ils sont tous choqués. Donc là, elle dit c'est devenu la cacophonie. Les oncles ils criaient, il y en a ils pleuraient, il y en a ils étaient choqués, ils parlaient même plus. Ils disaient mais c'est pas possible, mais de quoi tu parles? Le père il tient le papier, il tremble et il pleure, il dit je vais mettre fin à sa vie. Et là le père il dit hey, vous aussi hein, vos filles là, vos filles, faites attention, faites attention. Donc là les pères, comme il y avait toutes les cousines, ils vont se mettre à dire toi aussi t'as eu ça, toi aussi t'as fait du mal, toi aussi. Mais les filles ils étaient tellement en panique, ils n'ont jamais osé parler de ça. Ils étaient tellement dans la peur qu'aucune n'a soutenu le regard de son père et n'a parlé. Tout le monde fuyait. Et là elle dit Sarah, comme elle est au courant de tout, elle a tout balance, elle a dit hey, c'est simple, à nous toutes, il nous a fait ça, à nous toutes. Il a commencé par Fatma et il a fini par Nora, quoi. Par Zeynep. Donc là, tout le monde était choqué. Là, les familles vont prendre décision de quoi? D'aller faire des attestations, d'aller voir si c'est vrai. Eux aussi, à leur tour à l'hôpital. Et encore une fois, elle dit direction la ville, direction l'hôpital. Et à la chaîne, ils passent. Et malheureusement, à chaque fois, tout est vrai. Toutes ont été agressées. Donc là, ce qu'il se passe, c'est que il y a même Nora, dites-vous, dans le lot. Donc là encore, c'est un autre choc. Elle dit Sarah pour son père. Et elle a un oncle à elle. Il a tellement pas supporté cette horrible vérité qu'il a eu sur place dans le couloir de l'hôpital, dites-vous, un arrêt cardiaque. Parce que lui, parmi ses 3 filles, il a eu 3 victimes, quoi. Les 3. Il a épargné personne. Et donc tout le monde dit que si cet oncle en question il est mort comme ça, il a eu ce grand choc et ça lui a déclenché une crise cardiaque, c'est parce qu'il se disait dans sa tête l'avenir de ses 3 filles il est ruiné, quoi. Donc là, après l'enterrement de cet oncle-là, elle a dit durant des semaines, ils sont restés pas bien du village. Ils étaient tristes, ils étaient tous malades, ils étaient tous dans la peur, ils étaient tous dans la rage, ils étaient tous vraiment pas bien. Et là, il y a un jour, 2 oncles qui vont réunir tout le monde, même le père de Sarah, et qui ont cogité, et qui sont venus avec une solution pour que l'avenir des filles ne soit pas ruiné. Donc la solution qu'il a trouvée, c'est que l'oncle il a dit, vu que nos filles, genre en gros, maintenant, le fait qu'elles soient plus genre des jeunes filles, personne ne voudra se marier avec elle, tout le monde va être au courant de cette sale affaire qui s'est déroulée dans notre famille. Et pour pas que ça sorte de notre famille et que tout ça reste genre secret, ce soit un secret qu'on va tous enterrer avec nous, eh bien, les cousins, ils se marient avec les cousines. Mais chacun des cousins et des cousines se choisit. Genre ça la solution qu'ils ont trouvée. Donc là, tout le monde a validé des adultes cette solution-là. Et donc les cousins, cousines, entre eux, ils ont commencé à se choisir et à dire je vais me marier avec toi. Et donc elle nous dit, Sarah, elle s'est choisie, elle, avec un cousin, c'était le plus gentil de tous les cousins qu'elle avait, quoi. Et elle dit, on était encore des enfants hein, quand on est en train de se marier, on a à peine 12-13 ans et tout ça, quoi. Donc ils les ont mariés et là tous les oncles, tous les adultes, elle nous dit Sarah, ils étaient contents parce qu'ils pensaient ça y est, le problème il est fini, l'histoire elle est derrière eux et cette histoire elle va jamais sortir de ces montagnes-là, tout va rester dans la famille et voilà, on a trouvé la solution et c'est fini. Donc, elle nous dit, Sarah, malheureusement, ce qu'il ne savait pas, c'est que ça va déclencher une tempête à laquelle il n'était pas du tout préparé et à des répercussions tellement horribles qu'ils en sont encore traumatisés aujourd'hui. Donc là, Sarah a dit, à peine seulement une semaine qu'ils soient tous mariés, il va se passer des dingueries. Donc les dingueries, c'est les garçons qui vont avoir ces répercussions-là. Et j'y commence à constater qu'il y en a, ils se mettent à parler tout seuls. Qu'il y en a, quand ils dorment dans leur sommeil, ils crient, ils sont pas bien. Qu'il y en a, ils montent sur le toit de la maison, ils veulent se jeter. Qu'il y en a, ils vomissent horriblement. Qu'il y en a, ils tremblent.
qu'il y en a, ils se retrouvent avec des convulsions graves, alors que tous leurs cousins, ils n'ont aucun antécédent médical, que ce soit médical, santé, ou genre psychique, mental et tout. Ils sont tous bien quoi, adines. Donc là, ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Pour qu'on ait plus une vision, une idée, qu'on s'imagine le jour, dans quoi ils étaient, elle dit c'est simple. C'est comme si la maison s'est transformée en hôpital psychiatrique. Elle dit toutes les choses incompréhensibles, effrayantes, psychologiquement que tu vas pas les accepter, tu peux les voir, elle dit, que dans un hôpital psychiatrique. Et leur maison, elle a dit, c'est devenu ça. Donc là, elle nous dit, il y a eu une des tantes qui, comme elle était au courant de l'histoire du sang récolté du grand-père, de vous savez quel endroit là, elle s'est dit, elle va réunir tous les oncles et toute la famille et dire, écoutez, la maison et les garçons et tout, on peut pas les laisser plus se détruire comme ça. Vous savez quoi? Ça, c'est un truc de sorcellerie. Et ça se trouve, il a fait une sorcellerie à tout le monde, commune, aussi aux garçons, même sans forcément genre les toucher. Non, il y a un truc pas normal. Donc, les garçons, vous allez ramener un shir, c'est-à-dire vous allez ramener un imam pour qu'il vienne réciter dans toute la maison. Donc, Sarah elle nous dit dans un premier temps, que ce soit son père ainsi que les autres oncles, ils voulaient absolument pas, et bien que cette histoire elle sorte au-delà de leur maison, des murs de la maison, parce que genre en gros ça allait être trop chouha, c'est-à-dire ça allait être trop, tout le monde va être au courant et c'était pas possible pour eux, ils n'arrivaient pas à accepter, encore une fois je vous dis, réputation quoi. Ils étaient plus préoccupés par les on-dit, par la réputation, par les ci et ça, que de les sauver, de les soigner, de chercher une solution pour retrouver une vie normale. Donc cette tante, vous inquiétez pas, elle va pas lâcher l'affaire, et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de leur dire, bon, comme vous voulez pas prendre votre rôle et vous voulez rien assumer et que vous voulez les laisser comme ça partir, c'est-à-dire partir comme ça, glisser en enfer dans les ténèbres, là, dans la pénombre, bah moi je peux pas les laisser genre en gros mourir. Non, je peux pas. Donc vu que vous voulez pas y aller, c'est moi-même je vais aller. Donc quand ils ont vu qu'elle était sérieuse, ils ont dit ah bah c'est bon, on va y aller nous. Et donc c'est le père de Sarah avec deux frères à lui qui sont partis chercher un imam. Donc Sarah nous dit l'imam qu'ils sont partis chercher, il s'appelle l'imam Abdelrahman et à cette époque-là, il était super connu vers Lahore, et elle dit je crois même dans le Pakistan, tellement qu'il avait une réputation de alhamdoulilah, il arrivait à soigner beaucoup de personnes et beaucoup de sihr, c'est-à-dire beaucoup de sorcelleries différentes, et toutes les personnes souvent qui étaient atteintes de ces maux quand elles allaient chez lui, ben ressortaient comme si alhamdoulilah elles n'ont jamais rien eu. Donc ils étaient empressés qu'il arrive auprès d'eux et qu'il redonne la vie normale à ses pauvres enfants. Donc dès qu'il est arrivé, il a commencé à réciter dans toute la maison, mais le shir, l'imam, il leur dit écoutez, le wada a dit genre la situation elle est normale, genre il ressentait rien vis-à-vis de la maison. Donc là la tante qui avait exigé qu'il ramène un imam, elle va leur dire ok bon bah s'il n'y a rien dans la maison, alhamdoulilah khair, c'est bien, mais par contre sinon récite un peu sur les filles quoi. Et Sarah dit que la première qui va passer devant l'imam pour qu'il récite, eh bien c'est sa petite sœur Nora. Et là, elle nous dit, par contre, c'était pas comme dans la maison. Il y a eu une réaction, et malheureusement, il y a eu une réaction très très grave. Donc la réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle est d'abord restée comme ça paralysée. Elle a commencé à faire des bruits bizarres au niveau de sa gorge. Ensuite, c'est comme si qu'elle avait perdu connaissance, mais elle convulsait. Donc les oncles, quand ils sont partis pour essayer de maintenir Nora, ils arrivaient tellement pas à la maintenir, tellement les convulsions étaient violentes, qu'ils ont lâché en gros l'affaire, ils étaient eux-mêmes choqués et apeurés. Donc là, l'imam quand il a vu ça, il était lui-même choqué, surpris, il s'attendait pas à une telle réaction, qu'il a décidé d'arrêter sa récitation, parce qu'il a vu que 3 Golgoth d'oncles, ils n'ont même pas réussi à maintenir une petite comme ça, qui est convulsée tellement que c'était grave, donc ça montrait que la situation là, c'est pas des lol quoi. Là, c'est un truc très grave. C'est une situation sans doute inédite pour lui. Donc là, il leur dit, écoutez, j'arrive, je vais partir chercher quelque chose. Surtout, les filles, vous les laissez pas sortir, vous les maintenez dans la même pièce. J'arrive au plus vite.
Donc l'imam il part et au bout de quelques heures quand il revient accompagné de 2 autres imams. Parce qu'il avait senti, dites-vous, que c'était compliqué comme cas. Donc là, l'imam, désolé, il est venu avec 3 autres imams, donc ça fait au total, ils étaient 4. Il dit à la famille, je vais laisser chacun de nous, il va prendre une petite, il va réciter sur elle, et si genre en gros elles ont au même moment la même réaction, ça veut dire qu'elles ont eu le même sihr, la même sorcellerie en commun, et donc on va essayer de les soigner en même temps, comme ça on fait 4 et les 4 autres, et puis voilà. Donc là, l'imam il prenne un groupe de 4 cousines, mais il n'y avait pas dans celui-ci, eh bien Sarah. Sarah, elle était à l'extérieur avec les 3 autres cousines, les tantes, et dans la pièce, il y avait tous les oncles et tout pour aider, on sait jamais. Donc là, elle dit, les imams ils se sont mis tous à réciter en même temps, et en même temps, les filles, elles ont crié, elles ont hurlé, elles avaient des convulsions. Elle a dit de l'extérieur, t'entendais ça, c'était impressionnant, ça faisait peur. Donc elle-même, elle pleurait, elle voyait les mères, des cousines en question qui étaient en train de pleurer, qui étaient choquées, qui insultaient le grand-père, qui se demandaient qu'est-ce qu'il avait bien pu leur faire. Bref, c'était un moment horrible. Au bout d'un moment, Sarah a dit la porte de la pièce où ils étaient en train de soigner ses cousines, elle s'ouvre et c'est le père qui leur dit aux 4 autres de venir, mais elle voit que les autres cousines, en fait, elles ne sortent pas. Donc là, l'imam, il avait décidé de réciter sur les 8 en même temps. Et là, elle dit préparez-vous bien. L'imam, il avait ramené avec lui comme une baffe avec un micro et il commence à réciter. C'est pour faire entendre le maximum de Coran et que ce soit ultra fort, quoi. Donc il se met à réciter. Et elle dit, parmi ces 7 cousines, la seule qui va pas avoir des convulsions, qui va pas bouger, qui va les regarder comme ça, c'est Sarah. Mais elle dit que ce soit sa petite sœur Noura, Fatma, Zaynab, toutes les autres cousines, toutes elles ont eu des convulsions ultra violentes. Leurs yeux, elles se retournaient, c'était plus la pupille, pardon, tout était devenu blanc. Elles parlaient dans des voix bizarres. Bref, elle dit c'était de l'horreur. Et elle, alhamdoulilah, elle dit elle a des petits picotements, mais vraiment légers. Mais elle regarde, mais elle n'est pas du tout dans le même level et la même situation que ses autres cousines. Elle dit, Sarah, elle voit sa cousine Zaynab qui était soulevée jusqu'au plafond et qui redescendait bram et qui était écrasée au sol et qui remontait comme ça. Elle dit, elle voit sur le côté sa sœur, petite sœur Noura, qui est en face du mur et qui tape sa tête, tac, 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 et qui a du sang. Bref, elle dit plein d'horreurs comme ça qui est en train de se passer devant leurs yeux. L'imam lui-même, il récite. C'est les autres imams qui sont avec lui qui le reprennent parce qu'il fait des erreurs tellement. Lui-même, il est choqué de ce qu'il est en train de voir. Vous imaginez. Alors que genre, en gros, c'était le plus fort à cette période-là au Pakistan. Elle dit à ce moment-là, elle se rappelle que sa cousine Fatma, à un moment donné, elle était assise devant l'imam. Elle avait la tête baissée. Et elle a vu qu'elle commençait à trembler comme ça, à mort et tout. Et que là, elle va se mettre à parler avec l'imam, mais avec une autre voix. Une voix masculine, super flippante. Elle se rappelle qu'elle a senti dans son dos la goutte de sueur descendre tellement qu'elle était dans la panique. Les yeux de son père, les yeux de sa mère, les yeux des tantes, les yeux des oncles, tellement ils étaient choqués et apeurés par la voix. Et dites-vous que l'imam lui-même, il a fait 2 pas en arrière et il continuait de réciter. Et les autres imams, ils s'étaient levés, ils se sont mis sur le côté tellement que ça faisait peur. Donc celui qui est dans Fatma, il va parler et dire à l'imam, arrête la récitation et je vais faire tout ce que tu me demandes. Donc là, l'imam, il a répondu à la chose qui était dans le corps de la cousine Fatma. Qui es-tu et pourquoi tu fais du mal à cette famille et pourquoi tu fais du mal à ces filles? Pourquoi tu es en eux? Pourquoi vous êtes en eux? Vous voulez quoi? Donc là aussi, l'imam, il leur a dit, et surtout de savoir c'est qui vous a donné l'ordre d'aller dans leur corps. Donc là, il a dit son nom. Il y a le nom, mais je ne vais pas vous le dire. Et genre, en gros, il est dans le Pakistan, il est vachement connu, ce nom, mais je ne vais pas le répéter. Et il continue de parler en disant, genre, il leur dit, j'ai été envoyé par un grand, le chef des démons, là, pour détruire la vie de ces filles-là et leur faire du mal. Et en gros, il nous a missionné, moi et mes autres frères, genre, en gros, ils sont 8 au total de démons, et à avoir possédé les filles, c'est tous des frères. Imaginez, et on est là et on va pas partir.
parce qu'on nous a dit de nous mettre là, et celui qui nous a envoyés dans le corps de ses filles, c'est leur grand-père. Et le problème, c'est que la sorcellerie qu'il a fait, il l'a lié, il a écouté la dinguerie, vous allez comprendre, avec le sang vierge. Et en gros, en mode, quand elles disent qu'elles avaient des ressentis, qu'elles avaient des mains et tout, bah, c'était nos mains à nous, parce qu'à travers le grand-père, c'était avec les démons, que Dieu nous préserve, qu'elles avaient l'acte et non le grand-père. En fait, il rentrait dans le grand-père et c'est comme si qu'il les a mariés avec ces choses. Et donc, ça a commencé les répercussions à se sentir de manière plus violente et virulente une fois qu'elles se sont mariées. Et donc, ils s'en prenaient aux cousins. Là, vous comprenez la dinguerie de cette histoire. Et en gros, le grand-père, c'est un grand sorcier, un high level. Mais là, ce que je dois vous dire, c'est que personne de sa famille ne savait que c'était un sorcier. Et quand, durant des années, il partait et disparaissait des 7 mois, des 1 an, des patati, des patata, c'est parce qu'il allait faire de la sorcellerie, mais il faisait jamais de la sorcellerie dans son village. Il partait de pays en pays et il a acquis comme ça des pouvoirs. Et quand il avait vu le grand démon et qu'il lui a demandé d'avoir un certain level, il lui a dit, bah, genre, en gros, c'est comme si je te marie avec, bah, il faut que tu me donnes des petites filles à marier avec mes fils. Vous avez compris? Donc là, l'imam il est choqué et il dit maintenant comment tu vas sortir. Donc je vous ai dit, le démon il a dit que le sang, les sorcelleries c'est avec le sang, il faut qu'il le rende avec le sang. Donc quand il a répondu ça, l'imam il a dit comment ça qu'il le rende avec le sang, il n'a pas compris. Il a dit bah tout de suite je vais te faire un exemple, je vais te montrer. Et là, préparez-vous au choc. Il a dit je vais te montrer tout de suite comment. Et il est sorti par le ventre de Fatma de manière si douloureuse, de manière si virulente qu'en fait ça a explosé le ventre de Fatma. Donc là, tout le monde a été choqué. Il y a eu le cri de la mère de Fatma, l'évanouissement du père, l'imam qui s'est retrouvé, le pauvre, avec du sang partout sur lui, et Fatma, la pauvre, morte comme ça. Imaginez, genre en gros, c'est 100%. C'est comme ça, genre la loi du talion, quoi, œil pour œil, dent pour dent. Mais là, quand c'est avec le sang, quelque chose, une sorcellerie, elle est faite par le sang, elle doit être défaite par le sang. Et il a tué, genre, Fatma. Donc là, dites-vous que l'imam, il a pris ses jambes à son cou avec les autres imams. Ils étaient choqués, ils étaient traumatisés. Tout le monde hurlait. Toutes les autres cousines, elles se sont évanouies. Donc quand elles sont revenues à eux et qu'elles ont vu Fatma dans l'état dans lequel elle était et qu'elle était morte comme ça, tout le monde a hurlé, tout le monde a pleuré. C'était juste traumatisant. Donc là, ils ont préparé l'enterrement de la pauvre cousine Fatma. Donc toutes les cousines, elles s'en voulaient parce qu'elles étaient en train de se dire que si elles l'avaient écouté quand elle les mettait en garde, ils n'en seraient pas arrivés jusqu'à là. Mais elle dit aussi, genre, en gros, c'était malheureusement écrit comme ça, donc elle est super triste. Elle dit jusqu'à aujourd'hui, elle va voir un psychologue pour essayer d'enlever cet événement traumatisant, horrible de sa tête. Donc là, Sarah nous dit que aussi, ben, les parents, ils étaient tellement maintenant sûrs qu'il arrivait quelque chose d'horrible aux filles, ben, qu'ils ont un peu pas préoccupé, donné de l'attention au cas des garçons. Donc elle dit après quelques jours, voilà son père avec un frère à lui qui retourne chez l'imam et qu'ils essayent de le supplier, de le refaire revenir à la maison pour les soigner quoi. Mais elle dit l'imam, il a refusé et elle dit c'est normal s'il avait peur, ça reste avant tout tu vois un être humain. Et ça l'a dépassé, il a dit, il s'est excusé qu'il pouvait plus rien faire, il pouvait rien faire. Il a dit ça faisait je sais pas combien d'années qu'il exerçait, qu'il a soigné des gens, qu'il a vu toutes sortes de cas, mais comme le cas qu'il a vu là, il a dit c'est au-delà de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut lui-même supporter. Il en a trop peur et donc en gros il refuse. Et que même cet imam s'était remis en question, est-ce qu'il doit continuer dans ce domaine-là ou est-ce qu'il doit arrêter? Donc vous imaginez le traumatisme que eux-mêmes ont subi, tous les imams quoi. Donc elle dit donc les semaines avançaient, se ressemblaient, les jours, les cris, le paranormal, l'horreur. Et surtout, le non-espoir qu'un jour ça va aller mieux et surtout, ce matin-là, ça va leur confirmer que c'est un cas difficile. Pourquoi?
vu que quand la mère, donc la belle-mère de Fatma va aller pour réveiller son fils, ils vont juste entendre un cri sortir de sa maison parce qu'elle va le trouver mort, les yeux ouverts avec des traces au cou, comme s'il s'était fait genre étrangler durant son sommeil, mais les traces des doigts qu'il avait autour du cou n'étaient pas des traces dites normales de main humaine. Et une semaine après la mort du mari de Fatma, ils vont retrouver de la même manière le mari de Zeynep mort comme ça. Donc là, ils étaient encore plus déprimés et ils savaient que en mode ces choses-là, ils vont pas les laisser jusqu'à qu'ils vont les tuer un à un. Les pères vont décider de trouver un autre imam de la même stature que celui qui était déjà genre Abdelrahman et aller demander de l'aide, supplier s'il le faut, mais ils peuvent pas rester comme ça, à voir partir leurs enfants un à un dans des conditions atroces et aussi paranormales que celle-ci. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui était plus âgé en âge, qui avait une carrure, qui avait une stature, qui avait une grande expérience et qui allait sans doute pouvoir les aider. Donc cet imam, il les accueille chez lui. Là, les pères racontent toute la situation dans les moindres détails, que c'est le grand-père qui a fait tout ça, qui vient de comprendre et de connaître que c'était un sorcier, qui savait pas qu'il exerçait dans la magie noire, il a passé des pactes avec des grands démons, et aujourd'hui c'est les enfants qui en pâtissent, ils savent pas, il a disparu, apparemment il est en Afghanistan, mais il va savoir même si c'est vrai, bref, ils sont perdus et il le conjure genre de les aider dans cette mahna, dans ce grand problème qu'ils ont. Donc là, il les écoute attentivement, cet imam d'un certain âge, et il leur dit, écoutez, la seule solution pour moi, c'est que vous vous séparez. Donc dans un premier temps, ils n'ont pas compris et il va mieux leur expliquer. Il va leur dire, il faut que vous ne viviez plus ensemble sous un même toit, que vous vous séparez, même pas de ville en ville, mais chacun, il va dans un pays. Vu que vous avez dit que les choses qui possèdent vos filles sont des frères et qu'ils sont soudés, le fait comme ça de les séparer, puisqu'ils sont ensemble, ils sont en force, ils sont en nombre, mais le fait comme ça que chacun va aller au coin de quoi du monde, ça va les déstabiliser et ils partiront, Inch'Allah, d'eux-mêmes. Et cet imam, il assiste bien pour leur dire que c'est la seule et unique solution qui peut leur aider, vu qu'il a vu et qu'il savait quel était l'imam qui avait pris cette situation en main, mais que lui-même ça lui a échappé. Dites-vous que cet imam, il est parti se confier à ce vieil imam-là, parce qu'il doutait de lui, quoi. Il a douté, le pauvre, mais il avait très bien compris maintenant que la famille était devant lui, que c'était un cas inédit et un cas qu'il est dépassé, et que la seule solution, à force de réfléchir, c'est qu'il faut les séparer, vu que c'est des frères, c'est une fratrie, ça va les affaiblir et ils vont décider de partir comme ça. Donc là, elle dit, Sarah, c'était une décision trop dure, encore une fois, vu que cousin, cousine, ils étaient redevenus proches, ils vont encore se séparer, mais là, il faut vraiment pas que durant un certain nombre d'années, ils se retrouvent. Donc là, c'est genre, en gros, c'était comme si c'était un adieu. Donc là, elle dit, les oncles, ils ont fait une réunion et ils ont dit que c'était la seule et unique solution qu'il fallait faire. Donc là, elle dit, son père, comme il avait eu seulement qu'un indar, qu'un avertissement, il leur a dit, je retourne en Arabie Saoudite, j'ai des connaissances là-bas, je vais trouver un nouveau genre comme garant, je vais réussir à trouver un travail et tout, voilà, je retourne là-bas. Il y a un oncle aussi à Sarah qui a dit, bon, moi je vais partir avec ma famille en Australie, vu qu'il avait étudié là-bas, qu'il y avait déjà travaillé, il avait possibilité d'y retourner, et cette fois avec sa femme et ses enfants. Et chacun comme ça, des oncles, va dire, moi je vais aller là, moi je vais aller là, moi je vais aller là, bref, personne de eux va rester au Pakistan. Et donc Sarah a dit, une fois que chacun avait fait ses papiers, chacun avait choisi sa destination, ben les derniers jours avant de partir, ils étaient durs, tout le monde pleurait et tout, parce qu'ils savaient qu'ils allaient jamais se revoir. Et elle dit, elle a pleuré parce que c'était déjà les au revoir, les adieux à la famille, mais aussi les adieux à jamais à la patrie. Donc quand ils sont de retour en Arabie Saoudite, des années sont passées quand même, hein, j'espère que vous suivez, et maintenant en fait elles ont 15 et 16 ans, tu vois, c'est des ados, elles vont bientôt aller au lycée. Donc le père, vu que l'école pakistanaise, là ça faisait maternelle, primaire, collège, lycée, etc.
et voulait les remettre là-bas. Donc là, cette fois-ci, Sarah, pardon, à son âme, Fatma, Sarah, elle avait dit à son père, hors de question que je retourne dans cette école et tout. Moi, je veux m'intégrer. Je veux que tu mettes genre dans une école normale où il y a des personnes saoudiennes, des saoudiens et tout qui vont. Je veux être dans une école mélangée. Et comme ça, elle a aussi dit l'argument qu'elle voulait prendre la langue. Elle voulait prendre le dialecte, vu que maintenant ils allaient vivre ici, sans doute mourir ici. Il fallait qu'elle parle la langue du pays. Et le fait de se mélanger avec des Saoudiens, des Saoudiennes, elle allait prendre la langue vite fait. Donc son père, bon, face à ces arguments, il a dit ok, il n'y avait pas de problème. Et donc il va l'inscrire, elle et sa petite sœur, dans une école, on va dire locale. Mais elle nous dit dans un premier temps, Sarah, c'était pas du tout les attentes à quelles elle s'attendait de la part bien de ses petites camarades saoudiennes qui l'ont fait un accueil pas très chaleureux, un accueil vraiment pas très gentil, de la manière de ils se moquaient parce qu'elle était pakistanaise et qu'elle parlait que pakistanais, parce qu'elle parlait qu'en ourdou, qu'elle avait du mal à les comprendre. Elle essayait pourtant de se faire des amis, de se mélanger, mais ils étaient vraiment trop virulents avec elle. Et elle a dit elle a passé 2 mois où psychologiquement elle est rentrée dans une dépression, elle regrettait, mais elle voulait pas en parler à son père parce qu'elle voulait résister, puisqu'elle voulait vraiment apprendre la langue. Dit jusqu'au jour où elle a fait connaissance de sa meilleure amie jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle Rim Shairi et qui est saoudienne 100%, qui est d'une famille genre en gros qui est très aisée, machallah, financièrement, et qui s'est tout de suite très bien entendue avec elle. Et c'est comme si en fait elles s'étaient toujours connues, que c'était des sœurs, elles sont des best friends, je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui. Donc à cette période, quand elles étaient encore talibates, c'est-à-dire étudiantes, tout le monde avait peur de Rim et la craignait, surtout de la stature de sa famille, c'était pas n'importe qui. Donc elle l'a pris sous son bras, sous son aile, et bien Sarah, et elle a dit à toutes les élèves, écoutez-moi bien, la prochaine qui ose et qui va parler avec Sarah, elle va passer par moi, je vais vous faire passer un sale quart d'heure, oubliez pas, vous savez très bien qui je suis. Et genre en gros, je le dirai une fois, pas deux. Et elle dit depuis ce jour-là, eh bien qu'elles sont amies, plus personne n'a osé la regarder de travers ou se moquer d'elle ou lui faire des propos racistes ou ne pas l'accepter. Elle a dit c'était fini. Et donc elle a dit à chaque fois qu'elle finissait l'école, elle l'invitait dans sa grande maison, elle l'a présenté à sa famille, ils l'ont tous très bien accueilli, elle a appris beaucoup de traditions saoudiennes, elle pratiquait la langue bien comme il faut avec Rim, Shairi. Ensuite elle lui a appris beaucoup de choses concernant la religion, elle s'était confiée sur toute son histoire, elle lui avait appris les invocations et tout ça qu'elle devait répéter et dire. Et il s'avère que Rim, elle allait à des cours de Coran et son objectif c'était d'apprendre le Coran par cœur. Et donc aussi elle va s'inscrire à ces cours-là avec elle, Sarah. Et donc Sarah, elle dit sa vie, elle a commencé à avoir une stabilité, elle avait de plus en plus d'amis, mais sa meilleure amie, sa sœur, ça reste Rim Shairi, quoi. Et elle dit, elle sortait, le travail, son père, il était épanoui dedans, il est tombé sur un bon patron, c'était pas comme le patron numéro 1 qui lui avait même laissé son passeport, dites-vous. Donc tout se passait bien. La maman aussi, dans le quartier où ils habitaient, elle s'est fait des amis, des mamans saoudiennes, des mamans aussi qui habitaient là-bas pakistanaises. Ça faisait un peu, il y avait tous les coins du monde un peu qui étaient mélangés et ils s'entendaient bien. Elle avait aussi pratiqué, la maman, la langue arabe pour pouvoir un peu converser. Donc elle dit, alhamdoulilah, c'était trop bien. Concernant sa petite sœur Nora, elle aussi, elle s'était fait des amis et ils sortaient et rentraient et c'était trop bien. Les études, ils avaient des bonnes notes. Bref, elle a dit, ils commençaient à garder une stabilité et un peu effacer de leur mémoire ces traumatismes qu'ils ont vécus. Et maintenant, ils étaient quand même assez contents, alhamdoulilah, dans leur nouvelle vie. Donc elle dit, je vous ai dit qu'elle allait à l'école pour apprendre le coranique, pour apprendre le Coran par cœur. Et en 3 ans, elle et sa copine Rim Shairi, ils ont appris le Coran par cœur. Ils ont mis 3 ans pour l'apprendre, donc pour avoir l'ijaza, et ils étaient super contents. Mais elle dit, malheureusement, à cette période-là aussi, elle venait de finir l'apprentissage et la mémorisation du Coran en entier. Sa petite sœur Nora, elle était trop mal, elle est tombée de plus en plus malade et c'était les mêmes symptômes qu'ils avaient à l'époque, quand ils vivaient les grands malheurs qu'ils ont subis. Donc ils étaient inquiets, ils étaient bouleversés, ils ne savaient pas comment réagir. Donc ils faisaient que de prier en espérant que voilà, ça ira pas au-delà. Mais là, malheureusement, il y a un grand malheur qui s'apprête encore à venir
traumatiser, bouleverser leur vie. Donc elle dit, elle était en classe, Sarah, elles étaient en cours, et là, il y a 3 élèves qui reconnaissent que c'est les copines de sa petite sœur qui viennent et qui pleurent et qui lui disent viens sauver ta sœur, il y a un problème, il y a un problème. Donc elle quitte, a dit, la salle de cours, elle court et elle arrive dans la salle de sa petite sœur. Tout le monde était sur un coin de la pièce, la prof, les élèves étaient derrière la prof et elle voit Nora qui est encore en train de se frapper. Vous savez, comme quand il y avait l'imam, la tête comme ça, mais là cette fois-ci c'était de manière plus violente avec du sang et elle parlait bizarrement. Donc elle a dit tout de suite, elle a commencé à réciter un peu de Coran et elle l'a enlevé du mur et tout de suite Nora elle s'est évanouie. Donc là elle a pleuré. Sarah, elle a demandé à ce qu'on appelle une ambulance en urgence. Donc l'ambulance, elle est venue. Ils ont prévenu aussi sa famille. Et là, ils se retrouvent tous à l'hôpital. Donc là, directement, quand ils sont arrivés à l'hôpital, elle a été prise en soins par les médecins. Et malheureusement, elle est restée seulement 2 jours en soins intensifs. Et au bout de 2 jours, c'était tellement violent. Elle est partie tellement dans un état grave. Déjà dans l'ambulance, ils l'ont réanimée genre 2 fois. Que genre, elle a été condamnée et malheureusement Nora, la petite sœur de Sarah, paix à son âme, la rahma, est morte. Donc Sarah, elle a dit que ça a été trop dur pour elle parce qu'elle perdait véritablement non pas sa petite sœur, mais sa moitié. Elles étaient vraiment comme des jumelles, elles se lâcheraient jamais. Et elle a dit, elle savait pas, elle pensait pas à la période où elle a perdu sa sœur, qu'elle allait s'en sortir, qu'elle allait remonter la barre, qu'elle allait genre redevenir qawiya, c'est-à-dire forte. Désolée, j'ai un peu de larmes, ça fait trop mal au cœur. Et là, elle dit, alhamdoulilah, elle a trouvé à ses côtés sa meilleure amie, elle a ses parents eux-mêmes qui avaient besoin de soutien, ils ont vu que c'était trop dur, ils l'ont soutenue. Et puis elle a dit petit à petit aussi avec le Coran, la prière, les invocations, elle a petit à petit remonté là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, Sarah, elle dit cette phrase, Allah irhama, c'est-à-dire paix à son âme, Allah la irham, et que Dieu ne pâtisse pas, ne pardonne pas, et celui qui est derrière tout ça, le responsable de tout ça, à savoir son grand-père, tu vois. Elle dit jusqu'à aujourd'hui, toujours, elle dit sur lui, hasbi Allah ni'mal wakil, jusqu'à, elle dit sa dernière seconde avant de mourir, elle invoquera contre son grand-père. Donc là, dites-vous, la police, elle est rentrée dans le cas, dans l'histoire, parce que la prof, les élèves, tout le monde a été choqué et ont été témoins, ainsi que quand elle était venue à l'hôpital, l'état dans lequel il était. Donc si la police, elle est rentrée en jeu, parce qu'ils pensaient, j'ai pas le droit de dire le mot, qu'elle s'était, vous savez, genre ôter la vie. Et donc ils voulaient comprendre, pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, genre pour qu'elle en arrive là, quoi. Ils pensaient qu'il y avait un truc, quoi. Et il ne savait pas, Miskin, que c'était pas du tout de sa propre volonté, c'est les choses en fait qu'il a possédées qui ont fait ça. Donc le père, c'est ça l'avantage aussi des pays musulmans, c'est que quand tu vas raconter ça à la police et tout, ils vont pas te dire ouais, psychiatrie de 36, non, ils vont te croire. Donc là, il a raconté dans les mots de détail, il a dit que c'est le grand-père qui a fait ça à ses petites filles. Et si ça, il a tout raconté, les policiers, les enquêteurs, ils étaient trop touchés, choqués. Et dites-vous qu'ils vont c'est-à-dire qu'ils vont le diriger vers un bon imam qui se trouve à Médine, par rapport à Sarah, pour pas aussi qu'il lui arrive la même chose. Parce que si là, les frères démons, ils se sont retrouvés, ils ont décidé de Ntarkim, c'est-à-dire de se venger, et ils vont commencer à repartir de plus belle dans leur vengeance, il faut que Sarah, elle soit protégée. Donc là, directement, ce qu'il se passe, c'est au bout de quelques jours, le père, il arrive à avoir une voiture et ils partent à Médine, chez l'imam, le raqi, le guérisseur, qui leur avait conseillé, dites-vous, la police. Donc là, le père, il explique toute la situation. L'imam, il commence donc à réciter d'abord sur les parents. Il voit que, alhamdoulilah, les parents, ils n'ont rien, il n'y a aucune réaction. Et là, il va réciter sur Sarah.
et ça ne sera pas, vous vous doutez, la même réaction. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que c'est le père maintenant qui va raconter comment la séance de Ruqya s'est déroulée pour Sarah. Donc là, elle dit quand même, avant que c'est le père qui raconte, qu'elle a ressenti des petits picotements, elle se sentait pas bien et tout. Et là, le père il dit qu'elle a parlé d'une autre voix. Donc quand elle a parlé d'une autre voix, la chose qui l'a possédée a dit, écoute, je suis le démon Intel, mais moi je suis pas méchant, moi je suis musulman, mes frères certes ils sont genre des mécréants, ils sont kuffar, yani, et ils sont mauvais, ils font que du mal, ils veulent faire que du mal, ils font que des choses très très graves. Et moi je suis pas du tout comme ça. Moi je suis pas mauvais. Et je suis tellement pas mauvais, je suis un démon musulman que en gros j'ai même appris grâce à Sarah, grâce à elle, le Coran en entier. Mais moi mes frères ils sont mauvais, ils voulaient absolument détruire la vie de cette famille, de ces filles. Ils ont vraiment réussi, mais moi je faisais tout en gros pour protéger Sarah d'eux au maximum. Plusieurs fois ils ont voulu genre rentrer dans son corps, la posséder, mais je me battais avec eux. Et en gros, je leur ai empêché parce que Sarah, sa foi aussi, elle était forte, elle était toujours accrochée à ses prières au Coran et ça m'aidait. Et voilà, il donne plein de détails. Alors, tout le monde est choqué et en mode, là, il va se mettre le démon à supplier l'imam de ne pas le faire sortir du corps de Sarah. Parce qu'en gros, si il le fait partir et qu'il sort du corps, écoutez cette dinguerie, les frères vont tout faire pour le retrouver, même s'il va se cacher je ne sais où dans le monde, et ils vont le tuer par rapport au fait qu'il ait désobéi aux ordres de leur patron, du chef des démons, là, de leur père tout simplement, qui les a envoyés chez ces filles-là. Il était en train de pleurer et de supplier. Mais écoutez la réponse de l'imam à ce djinn, que Dieu nous préserve. Là, l'imam, il a dit, je suis désolé de ta situation, mais il faut que cette fille, elle ait une vie normale, il faudra qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle soit heureuse et tout. Et genre, en mode, tu peux pas rester, donc tu dois partir. Et là, il a pleuré et il a dit ok, et il est sorti d'elle, pas de la manière dont l'autre, il était sorti du corps de Fatma, mais de manière très douce. Il est parti, il a dit Fatma, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu de symptômes. Genre, en gros, il n'est plus jamais revenu. Elle ne sait pas, genre en gros, où il est. Est-ce que ses frères, ils l'ont retrouvé, ils l'ont tué? Est-ce qu'elle a réussi à se cacher? Bref. Donc Sarah, elle dit que, alhamdoulilah, que c'était un démon musulman et qu'elle dit, elle peut, genre en gros, se vanter un peu de dire qu'elle a appris un démon, le Coran, par cœur. Donc tout ça, elle tient encore à repréciser que quand elle était en train de parler, et la chose en elle, elle n'était pas du tout consciente. Hein. Tout ça, c'est son père qui a raconté avec sa mère et l'imam qui lui a dit à la fin tout ça. Donc elle dit, elle a eu de la chance parmi les frères, que celui qui a décidé genre en gros de la posséder, c'était le plus gentil de eux tous quoi, et qui lui a pas fait du mal. Donc elle dit, les jours ont repris, elle est retournée à l'école après un peu le deuil de sa sœur et elle a obtenu une très bonne note, meilleure élève de sa promo. Et quand elle est sortie, son père était tellement fier d'elle et tout, malgré qu'elle ait vécu tout ça, qu'elle ne s'est pas, on va dire, laissée abattre, qu'elle ait été la meilleure élève, il lui a acheté, elle dit, un portable. Elle était trop contente. Et donc, elle va commencer à installer des applications sur ce téléphone. Et dessus, elle avait installé Facebook, elle a commencé à ajouter ses copines et tout. Et un jour, elle tombe sur une photo d'une fille, elle dit les traits, ça lui parle, elle a l'impression de la connaître et tout ça. Et quand elle va cliquer sur le profil, à voir le nom, il n'y avait plus de doute. Elle tombe sur qui? Elle tombe sur sa cousine Zeynep. Donc là, directement, elle l'ajoute, elle lui envoie un message et ça répond tout de suite via Messenger. Et là, elle lui dit, oui, je suis bien Zeynep, est-ce que c'est toi Sarah? Donc au début, elle dit, elle était contente, émue, elle était trop bien. Elle dit, Zeynep, à cette époque-là, à cette période-là, quand ils s'étaient parlé, elle était aux États-Unis. Donc elle avait compris que sûrement avec sa famille, eux, ils avaient décidé d'aller là-bas. Et elle lui commence, elle dit, Sarah a demandé des nouvelles de ses tantes, de ses oncles et tout ça. Et là, elle lui dit, tout le monde est mort. Mais tout le monde de la famille. Donc tous ceux qui étaient partis en Australie, à gauche, à droite, tous ils sont morts.
et dans les manières dont vous savez qu'ils ne sont pas naturelles. Seul a été préservé jusqu'alors Zeynep et comment s'appelle, et Sarah. Mais là Zeynep va dire à Sarah, moi je suis désolée, je veux plus, ça me fait plaisir d'avoir eu de vos nouvelles, mais je veux plus en gros avoir des échanges avec toi, je vais devoir te bloquer parce que voilà, moi j'ai ma fille, elle a complètement changé, j'ai tellement été choquée, traumatisée par tout ce qu'on a vécu que j'ai même décidé genre en gros de plus avoir aucune religion, de devenir athée et c'est mon choix et voilà, moi j'ai changé et je veux plus rien avoir qui va me rappeler les séances de Ruqya, qui va me rappeler Fatma comment elle est morte, qui va me rappeler comment mon mari il était mort, qui va me rappeler ci, qui va me rappeler ça. Donc je te souhaite genre en gros d'avoir une belle vie et je te souhaite aucun mal. Et puis salam, et elle a dit, elle a même pas eu le temps de lui répondre que elle avait bloqué. Mais Sarah a dit qu'elle la comprend, si elle a été traumatisée, si elle n'a pas supporté, eh bien si sa manière à elle de vouloir effacer tout ça, elle a dit chacun en gros sa manière. Donc elle a dit qu'elle n'en avait même pas parlé ni à son père, ni à sa mère, parce que le père de Zeynep c'était le frère du papa et la mère de Zeynep c'était la sœur de sa maman. Donc elle ne voulait pas leur dire qu'ils n'avaient plus personne au monde, quoi. Elle les a laissés comme ça. Donc là, Sarah, elle nous dit, après avoir fini donc bien ses études, elle a eu son diplôme. Ensuite, elle s'est mariée avec un collègue à son père. Son père, maintenant, il avait fait du commerce, il a son propre commerce, je veux dire, et il n'avait plus de patron. Dites-vous que c'est son patron avec qui ils sont des meilleurs amis, avec ce monsieur, ce papy saoudien-là. Il l'a tellement aimé parce que le père à Sarah, il était tellement honnête, il était amine, c'est-à-dire que tu lui donnes quelque chose, tu sais qu'il ne va pas voler ton argent, te manger. Il a vu qu'il était tellement sérieux qu'il l'a aidé, genre, en gros, à voler de ses propres ailes, il l'a aidé à ouvrir son commerce et donc il avait employé des gens chez lui et elle s'est mariée avec un qui travaillait avec son père. Elle a dit ensuite ils ont eu 2 enfants, elle a eu 2 petites filles, tout se passe au mieux, alhamdoulilah, et elle est devenue prof de religion islamique, c'est-à-dire Tarbiya al-Islamiyya, et elle est devenue plus précisément prof de Coran. Elle a jusqu'à aujourd'hui appris à 300 élèves le Coran par cœur. Mashallah, tabarakallah. Et son objectif, elle dit avant la fin de cette année, c'est d'atteindre les 500 élèves à qui elle a aidé à apprendre le Coran par cœur. Donc elle fait toujours, elle dit, des invocations pour Fatma, pour sa sœur Nora, pour ses cousins. Elle a dit, vous aussi, maintenant que vous connaissez leurs histoires, quand vous pensez à elles, dites Allah yarhamhum, genre en gros paix à leur âme. Et concernant le grand-père, ils n'ont jamais plus eu de nouvelles de lui, ni de traces. Les anciens du village avec qui le père a encore contact, ils ont tous dit que jamais le grand-père il était réapparu. Et voilà. Et que aussi, c'est un détail important, ces 2 petites filles, donc la plus grande, elle l'a appelée Nora, et la deuxième, elle l'a appelée Fatma pour sa petite sœur défunte et pour sa cousine défunte. Donc c'était l'histoire de Sarah et de leur grand-père maudit et de toutes les conséquences qu'il y a eu sur leur vie. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez kiffé cette story time spéciale XXL, HDV, crime, sorcellerie, horreur. Ça réunissait tous les thèmes de la chaîne. Donc j'espère que j'aurai le nombre de likes
En conséquence, s'il vous plaît, ne soyez pas radins pour respecter mon travail là, s'il vous plaît. J'ai mis des heures à la traduire, j'ai mis des heures à la mémoriser, j'ai mis des heures aussi à vous la tourner et là je vais mettre des heures à vous la monter. Donc juste pour ça, ça vous coûte rien, juste de me mettre un like s'il vous plaît, juste pour donner un peu plus de visibilité à la chaîne. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à là, déjà un grand merci à vous et je vous invite donc à écrire en commentaire depuis combien de temps est-ce que vous regardez mes vidéos. Est-ce que vous êtes des capucinettes qui sont là depuis que j'ai commencé? Est-ce que vous êtes venus en cours de route? Est-ce que vous êtes des petites nouvelles, des petits nouveaux? Dites-moi, j'ai envie de savoir. Et je vous invite aussi à venir me suivre sur mon Snapchat, sur mon Instagram, sur mon compte TikTok, à liker cette vidéo, à la partager et à commenter dans les commentaires en ne spoilant pas cette vidéo parce que voilà, on veut pas être spoil, il faut que les gens aient les mêmes ressentis que vous et les mêmes surprises, les mêmes waouh, c'est pas possible et tout. Donc s'il vous plaît, pas de spoil. Si vous voulez spoil, je vous ai dit, il faut venir soit sur mon Snap, maintenant que Snap parce que l'Instagram ça faisait trop de messages, donc via Snap. Et quant à nous, Inch'Allah, on se retrouve au plus vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Encore merci d'être toujours au rendez-vous et fidèle à la chaîne. Merci, merci infiniment. Je vous embrasse, je vous aime fort. Allah il est témoin, Dieu m'en est témoin. Je vous aime vraiment à la mort. Merci d'être là, merci de kiffer, merci d'être vous quoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.